Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, la deuxième partie du DH20, après une première partie parfois houleuse, beaucoup de débats. On va revenir pour une deuxième partie un peu axée sur l'intérieur et sur surtout le très haut du classement. Alors, les personnes n'ont pas bougé, j'ai d'abord avec moi mon compatriote K-pop. Comment ça va, Adrien ? Ça va toujours très bien, effectivement beaucoup de choses à dire, on a envie de parler pendant des heures et des heures, mais content de continuer cette liste, il va y avoir encore de sacrés écharpements, je pense. Je croyais que t'allais dire effectivement je suis ton compatriote K-pop, ça fait rien. Ah mais tout à fait, hein, j'ai regardé le documentaire sur Blackpink, voilà, je le confesse, et j'ai bien aimé. J'espère qu'il t'a plus fait aimer Jisoo qui est la vraie star de ce groupe. On continue avec mon compatriote NFL, c'est Alan. Comment ça va, Alan ? Salut Ben, salut tout le monde. Ouais, ça va super. Franchement, tout va bien. Mon compatriote AirPod, mais je ne les ai pas. Ça va Elias ? Ouais, super. Prêt pour la deuxième partie. Mon compatriote de l'OM qui attend toujours de jouer son premier match en Ligue des Champions, parce rien ne s'est passé pour l'instant, c'est Madiane. Comment ça va, Madiane ? Si, ils étaient misérables. Faut voir la réalité en face. Madiane, il découpe trop. Et mon compatriote ultramarin, c'est Tom. Comment ça va, Tom ? Bien, toi ? Ça t'au fait. Très bien. Mot bien. C'est tout. J'ai pas plus. On va continuer du coup ce DH20 deuxième partie. Je vous l'ai dit, un peu plus d'intérieur. N'hésitez pas, on vous l'a dit, à nous suivre. Si vous nous découvrez avec ce DH20, à nous suivre sur les réseaux sociaux, en fait, à nous suivre sur Twitter, sur les plateformes de streaming, les 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. À nous suivre également sur toutes les plateformes où vous écoutez le podcast et sur YouTube aussi. On a de plus en plus d'écoutes sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je sais que c'est peut-être un peu plus facile sur YouTube. Nous, on marque une pause et puis on se retrouve pour peut-être le plus grand débat de ce DH20. Anthony Davis contre 2 minutes pour nous convaincre d'une chose. C'est que Giannis, malgré ses performances un peu... Je te savonne la planche en te disant ça, mais malgré ses performances en playoff un peu décevantes récemment, il est dans le même tiers, dans le même groupe que l'élite de la NBA, c'est-à-dire les Kawhi Leonard, les Kevin Durant, les LeBron James, et voilà. Pourquoi il est dans ce groupe-là ? Alors c'est compliqué, effectivement, j'ai bien mis Giannis dans mon premier tiers. Bon, LeBron peut-être qu'il pourrait être un peu à part, donc je vais peut-être un peu l'exclure de cette réflexion, mais en gros... comme je disais dans le premier épisode, quand on a attaqué le DH20, moi j'ai couché le top 5 très très vite, en tout cas les 5 noms que tu viens de citer, pour une raison que je pourrais résumer en gros. Si je devais faire une fantasy draft pour la saison, je prendrais ces joueurs-là en priorité, autour desquels je pense pouvoir aller au bout en maximisant leur jeu, en construisant une logique de jeu autour d'eux. Alors limite je pourrais ajouter celui qui est juste en dessous chez moi dans la liste qui s'appelle Luka, mais je veux pas aller trop loin, donc on va aussi l'exclure. Donc oui, en effet, là, comme tu le disais, la bulle et la série face au Heat a mis en valeur les limites de Giannis actuellement, mais je pense, on pourra développer si vous le souhaitez, qu'on a surtout vu les limites des Bucks. On peut trouver plusieurs explications, notamment dans l'effectif et dans le coaching de ces Bucks dans la bulle, en plus des failles de Giannis que je ne nie pas. Donc cette élimination un peu prématurée et qui fait, je comprends très bien, mal à la cote de ce cher Greek Freak. Mais donc pour revenir à Giannis, il a un profil un peu différent des 4 autres joueurs de ce tiers que tu as cité, donc KD, Kawhi, Steph et LeBron. Mais je trouve que on lui tient beaucoup rigueur sur ces playoffs-là parce qu'on oublie beaucoup de choses. C'est que déjà, il a 25 ans, le gamin. Il va en avoir 26 là en cette fin d'année. Il est double MVP en titre et ça a pas fait beaucoup de débats. Il est Deepoy et ça a pas fait beaucoup de débats. Donc on peut lui reprocher des limites, notamment au shoot. Mais il fait déjà beaucoup de choses et il y a encore des marges de progression. On a pu le voir, notamment dans sa lecture du jeu, je pense, et dans son utilisation de différentes facettes offensives. Je pense qu'il peut faire plus de choses, notamment au poste. Ensuite, il est donc défenseur de l'année et tu le disais, on focalise beaucoup sur l'attaque et c'est normal, mais on peut mettre en pondération la défense quand même, et Giannis, il t'amène tout de suite, comme le disait par exemple Tom, une protection de cercle élite, une défense sur les postes 3, 4, 5 sans problème, donc c'est très important, et on en parle, même si c'est peut-être de moins en moins le cas, mais cette importance d'avoir un ailier top tier dans ton effectif est très importante, et Giannis, il t'apporte une sûreté nette dès ce moment-là, c'est un des tout meilleurs. Alors certes, il l'utilisait en 4, est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser en 5 ? Il y a plusieurs débats autour de ça. Est-ce que c'est un ailier ? Est-ce que c'est un ailier ? Voilà, est-ce que c'est pas un pivot ? Mais en tout cas, il est capable de défendre sur les ailiers et il est capable de porter la balle en main, d'être ton initiateur offensif premier, peut-être pas le seul. On y reviendra peut-être si vous le voulez, notamment sur le cas Chris Middleton.
Donc voilà, je pourrais ajouter encore des précisions, mais comme on n'a que 2 minutes en théorie, je vais me contenter pour l'instant de ce résumé. Il était pas loin de descendre chez moi, Giannis, quand même, je vais être honnête, mais j'ai pas envie de surréagir à ce contexte de la bulle, d'une part, et face à ce hit qui était assez unique dans ces playoffs 2020 quand même, par rapport à une saison où, je le répète, Giannis a été MVP dans la course au MVP tout du long et Deepoy, et ça a choqué personne. Il y a une armée contre toi, Adrien, de bien. sceptiques. Je pense que même du groupe, je suis celui qui doit être le plus proche de toi. Donc je vais pas parler maintenant. Alors je vais donner la parole à la cisaille Madiane peut-être un tout petit peu après. Je vais la donner d'abord à Alan pour donner peut-être une première nuance et puis après je vais laisser Madiane découper. Mais les gars, moi je crois que ça n'a pas été vu, mais j'ai quand même Giannis toujours devant Anthony Davis aussi. Je pense que c'est donc, et ça a été le choix le plus difficile pour moi à faire. Ce débat-là était le choix le plus difficile à faire. Je rejoins vraiment beaucoup de choses qu'ont dit Adrien. L'échec de Milwaukee en playoff, est-ce que c'est pas l'échec de Budenholzer, de son système et des joueurs autour de Giannis plus que de Giannis en lui-même? C'est une question qui mérite d'être posée. Et même si Giannis a ses parts de responsabilité, l'environnement autour a aussi pas été au niveau dans la série contre Miami et franchement pas flamboyant déjà contre Orlando alors que c'était le Magic d'Orlando. Et moi voilà, je vais faire très rapide, je réfléchis ces tiers. En fait, j'ai classé ces tiers, donc pour moi LeBron est tout seul en haut parce que avec LeBron, c'est le joueur qui me permet d'aller au titre en tant que première option. Ensuite, j'ai Kevin Durant, Steph Curry, Kawhi Leonard et Giannis parce que je pense que ce sont des joueurs qui, en tant que première option, non, j'ai juste Kawhi, KD et Curry parce que ce sont des joueurs qui, en tant que première option, peuvent m'amener en finale NBA. Et j'ai Giannis, AD et un peu d'autres après parce que ce sont, je pense, des joueurs qui, en tant que première option, m'amènent en finale de conférence rien que dans l'équipe. Et je pense que Giannis, voilà, il y a beaucoup de soucis sur Giannis. Je vais laisser parler les autres. Il a pas été forcément aidé. Il y a des nuances qu'il doit apporter dans son jeu. Il y a une évolution qui doit se faire dans son jeu. Mais pour moi, il reste. Je pense que il a montré plus de choses en tant qu'option numéro 1 et avec un roster pas ouf à côté qu'Anthony Davis. Voilà, c'est tout simplement pour ça. À noter avant de te donner la parole, Madiane, que Anthony Davis et Giannis sont égalité dans le classement. C'est-à-dire que voilà, ils sont tombés égalité. Le seul autre cas de figure, c'est Paul George, Chris Paul. On va parler un peu peut-être de Chris Paul plus tard. Madiane, je me cache les yeux parce que là, ça va saigner. Pourquoi Giannis... Ah, même pas. Pourquoi... Alors, tu nous as avoué, je vais balancer un off. Je pensais avoir Giannis plus bas, même. Pourquoi Giannis se retrouve là? Bah, en fait, je pensais être celui qui allait mettre Giannis le plus bas. Je constate que ce n'est pas le cas. En fait, je peux pas le mettre plus bas que ça, de toute façon. J'ai beau avoir envie de sanctionner pour ces 2 campagnes de playoffs qui sont douteuses. Voilà, j'ai pas mieux pour sanctionner. En fait, moi, sur ce débat, Giannis, Davis, malheureusement, Giannis manque trop de variété dans son jeu. Et ça s'est bien inscrit en saison régulière dans le système Budenholzer. Mais quand ça s'ajuste et quand vraiment l'équipe en face a décidé que ce serait pas Giannis qui gagnerait le match, j'ai l'impression que soit c'est Budenholzer qui n'y arrivait pas et du coup c'est limite de Budenholzer playoff et on l'a déjà vu avec les Hawks et du coup ok je les admets, mais il y a un moment où Giannis, défenseur de l'année en titre, il y a un Jimmy Butler en feu, il se met pas dessus, j'ai pas l'impression que c'est le patron. Il y a ce côté manque de taille patron dans son effectif qui ça me fait mal, alors que Davis il était dans la discussion du MVP des finales encore au bout de 4 games. Il y était encore. Il est sorti sur les 2 dernières parce que bon, LeBron était vraiment trop fort sur ces finales, ok. Mais dans la domination, Davis, il peut faire tellement de choses et tellement de choses variées. Et en fait, Giannis, c'est un joueur qui te domine. J'ai pas l'impression que il y a un côté valuable, mais il y a aussi un côté dominant où tu as la sensation que tu ne peux rien faire pour l'arrêter. Et pourtant, quand les équipes se décident à l'arrêter, elles y arrivent, et elles y arrivent plutôt bien. Il y a la série contre les Celtics qui est bien l'an dernier, mais contre Toronto, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Là, de nouveau contre Miami, c'est quand même,
c'est pas possible, quoi. À ce niveau-là, c'est très dur pour lui. Et pour moi, ça laisse des séquelles. Je pense qu'effectivement, au vu de son âge, au vu de son développement, il pourra développer d'autres choses et peut-être que du coup, il reprendra ses rangs qu'il a perdus. Néanmoins, moi, je juge pas le potentiel. Et là, sur les faits des playoffs, je peux pas, en fait. Je peux pas le monter plus haut que Davis. Je trouve que Davis me montre beaucoup plus de choses. Je préfère la variété d'un Davis qu'un Giannis dans mon effectif. Alors, je vais peut-être donner, avant de basculer vers toi, Elias, donner la parole à Tom, parce que on n'a pas l'impression, au vu du discours de Madiane et Alan, mais les 3 personnes qui ont Giannis le plus bas dans leur classement, c'est Elias, c'est Tom et c'est moi-même. Qu'est-ce que t'as à dire par rapport à ça, pour en gros résumer, tous les 3, on l'a en dessous, alors quel que soit l'ordre, on l'a en dessous de LeBron, Kevin Durant, Stephen Curry, Kawhi et Davis, quel que soit. Alors bref, on va y revenir. Tom, qu'est-ce que tu as à dire sur le cas de Giannis face à celui d'Anthony Davis? Tu as Anthony Davis devant Giannis. Ouais. Alors moi je pense que les deux joueurs sont à peu près similaires dans les qualités maximales qu'ils peuvent avoir. C'est simplement qu'ils ont des rôles différents et du coup comme ils ont des rôles différents, ils ont une production qui diffère, mais ils t'apportent pas forcément ce que tu attends du côté où tu veux. Enfin, pour simplifier ça, par exemple, Giannis, il a un rôle d'initiateur numéro 1, alors que Giannis, je pense qu'il serait meilleur dans le rôle qu'avait Anthony Davis, par exemple avec LeBron James, comme initiateur secondaire avec un autre playmaker qui maîtrise le pull-up, que ce soit à 3 points ou à mi-distance. Et en fait, Giannis, on lui demande aujourd'hui d'être un joueur qui n'est pas encore techniquement, là où Anthony Davis, on ne parle pas de ces problèmes de playmaking puisque t'as LeBron James au-dessus et du coup tu vois que les bons côtés d'Anthony Davis, mais tu vois pas par exemple Anthony Davis quand il était avec Jrue Holiday qui est un très bon joueur NBA et qui est un bon playmaker au niveau de la NBA, ben ils avaient du mal. Alors OK, ils étaient à l'ouest aussi, mais ils avaient du mal et du coup on commençait à reprocher à Anthony Davis tous ces problèmes de playmaking. Et là on l'a vu que enfin il y a les Lakers avec LeBron sur le terrain et sans Anthony Davis, et à les Lakers avec Anthony Davis et sans LeBron James, et là ben l'équipe patauge un peu. Et en fait le truc c'est qu'en fait Giannis, s'il prétend être le joueur plutôt initiateur, il doit être meilleur que ça. C'est pour ça que moi j'ai Anthony Davis devant lui, parce que sur ce sur quoi j'attends Anthony Davis, ben il est déjà exceptionnel en fait, là où Giannis ne l'est pas. Ilias, ton avis sur le débat Davis contre Giannis? Toi aussi tu fais partie de la team qui a Davis devant Giannis. J'ai Davis devant Giannis et en fait moi j'ai en très haute estimation Anthony Davis depuis beaucoup de temps en fait. Je suis pas trop arriviste en fait sur le dossier, sachant que moi c'est quelque chose que j'ai pu répéter dans le cadre de cette émission, mais souvent, que ce soit par le passé ou pendant cette saison, je voyais en Anthony Davis dans sa capacité à produire ce qu'il fait depuis des années, que ce soit dans une équipe qui ne gagnait pas forcément à New Orleans ou actuellement avec les Lakers, des flashs en fait de meilleurs joueurs du monde. Il y a quelque chose en lui qui me fait dire que dès l'instant où, en fait, c'est ce que je me disais quand il était à New Orleans, dès l'instant où il sera dans l'effectif à sa mesure, alors il pourra donner sa plénitude. Et c'était assez compliqué parce que Jrue Holiday est un joueur sympathique, mais ça reste Jrue Holiday. Et contrairement à Giannis, il a eu affaire quand même à une conférence beaucoup plus complexe à aborder. Et en plus, il avait très souvent la malchance, on va dire, de tomber sur les Warriors récents qui sont une des plus grosses dynasties all-time. Donc, on va dire que l'un dans l'autre, il a été plus ou moins pénalisé à ce niveau-là. Est-ce que Anthony Davis n'aurait pas pu avoir voilà, c'est une question que je soulève, le même type de production que Giannis s'il avait été à l'Est? Parce qu'au final, là, Giannis, sur ces 2 dernières saisons, il élimine 3 équipes. Les Pistons, j'en sais quelque chose. Les Celtics qui étaient arrivés au bout de quelque chose avec en leader Kyrie Irving, et le Magic d'Orlando. Le terrible Magic d'Orlando de Nikola Vucevic. Qui en plus a un petit peu emmerdé à certains moments ces Bucks. Donc moi pour l'instant on va dire que la capacité de Giannis à ne pas step up en playoff le pénalise déjà, et en plus je dirais que par rapport à l'année dernière, j'ai en plus cette impression de régression concernant Giannis et les Bucks. C'est la raison pour laquelle je le rétrograde, et on va pas se mentir, en dehors de l'attaque du cercle et d'une capacité de playmaking quand même supérieure,
enfin, Anthony Davis, il a strictement rien à enlever à Giannis Antetokounmpo, peu importe le comment dire, le compartiment du jeu qu'on pourrait évoquer. Par exemple, le buzzer beater qui met contre les Nuggets dans le game 2 de la finale de conférence. Enfin, Giannis, il en rêverait, mais jour et nuit, de pouvoir mettre un tir comme ça. C'est juste qu'il n'a pas le skill set, il n'a pas les capacités encore à le faire parce que il est pas développé et doué comme l'est Anthony Davis. Donc, je pense que ils ont. Il en a mis au Garden un peu comme ça. Oui, mais bon. Si tu dis que c'est Giannis à 3 points, le tir de la gagne de l'équipe adverse, je suis tous les soirs. Tu sais, moi, j'ai vu Devonte Graham faire la même chose au Garden. Tu sais, au Garden, tout le monde vient mettre des buzzer beaters. Donc ça c'est le Garden, généralement c'est un endroit où on aime bien produire de manière all time et un petit peu inconsidéré. Donc je sais pas si c'est vraiment la référence. Hein. Stephen Curry avait fait sa première grosse perf all time, je crois, au Garden également. Au Garden, ouais, c'est ça. Voilà. Bref, donc voilà, c'est tous ces arguments qui me font mettre. Personnellement, j'ai même pas eu de difficulté. J'ai facilement mis Anthony Davis devant Giannis. Je suis en train de me dire que dans un épisode DH20, on arrive à se moquer des Knicks qui n'ont aucun joueur dans ce classement. C'est quand même une performance. Big up aux Knicks et à leurs fans. On les soutient, évidemment. Alors moi, j'avoue que je suis assez d'accord avec Alan, c'est la décision la plus difficile. Je donnerai le mot de la fin à Adrien, du coup, pour défendre, après avoir entendu les arguments. Ça a été la décision la plus difficile. Et si je reprends un peu mon échelle, je pense que les deux, sans trop de problèmes, sont la meilleure option défensive d'une équipe qui va au titre. Enfin, probablement les deux meilleurs défenseurs du classement du DH20 global. Il y a débat. Devant Embiid. Ouais. Bah, ils ont fini 1 et 2. Ils ont fini 1 et 2. Giannis a été défenseur de l'année. Et, Anthony Davis est second. Non, dans la facilité de construction d'une défense, je mets ça, et par rapport à Kawhi, je donne de la valeur à la protection du cercle, ce que n'a pas fait Kawhi dans son année aux Clippers. Moi, je suis juste pas d'accord, Ben, juste là-dessus, par rapport au fait où on l'a vu quand, par exemple, il aurait fallu peut-être changer Giannis et le mettre sur Butler. Ben, les Bucks n'ont pas pu, puisque la force de Giannis réside dans le fait d'être un peu le freelance, entre guillemets, défensif. Et si tu le mets, du coup, sur le meilleur joueur à l'aile, ben, tu te prives de ton système défensif à toi. Donc, du coup, c'est là où, moi, je le pénalise un peu là-dessus, tu vois. Sur le côté. Mais est-ce que ça, c'est pas défensif. plus le problème des Bucks que Giannis? Non, là, c'est le problème d'avoir Brook Lopez aussi à la protection du cercle. Ça, je le mets sur Budenholzer, parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait systématiquement, c'est de dire que Giannis était celui qui devait venir en aide sur tous les drives dans la raquette pour libérer un des shooters, et c'est comme ça que Jack Crowder s'est régalé pendant toute la série. Le truc, c'est que ça, c'est Bud. C'est Bud qui a choisi de faire ça avec Giannis et de le systématiser sur les aides dans la raquette. Et donc, bon, je comptais pas ouvrir une autre parenthèse, mais oui, en gros, c'est un des meilleurs défenseurs de la liste. Juste une petite chose, Ben, on a évoqué Kawhi voilà, pour compléter ce trio de défenseurs élites, mais j'ai quand même l'impression que depuis que Kawhi est un peu plus responsabilisé, défensif, il a quand même tendance à faire un petit peu moins d'efforts. Enfin, je sais pas si c'est moins d'efforts, mais il arrive à être un petit peu moins performant en défense que par le passé. Là où, par exemple, à San Antonio, il avait un rôle assez défini parce que... Sur 82 matchs, ouais. Voilà, et sa place dans l'effectif n'était pas la même que celle qu'il avait aux Raptors et encore plus aux Clippers, où il doit vraiment maintenant s'affirmer des deux côtés du terrain. Oui, totalement. Bah, ça s'est un peu vu Alors, pour être honnête, on va pas parler beaucoup, peut-être un peu à la fin du haut du classement, parce qu'en fait, on se rejoint un peu tous là-dessus. C'est vrai que je ne pensais vraiment pas ouvrir une telle parenthèse avec cette petite phrase, mais c'est vrai que oui, il y a la question de où on classe la défense d'un mec comme celle de Kawhi par rapport à Giannis. En gros, Davis et Giannis sont à peu près ce qui se fait de mieux parmi tous les joueurs de ce classement, et je trouve qu'on tombe trop sur Giannis, en fait, ce qui est en fait le produit. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Tom sur le produit des Bucks. Le fait qu'on donne la balle autant à Giannis, parce qu'il y a Bledsoe sur le backcourt avec Middleton. En fait, c'est pas de sa faute si il a, et en sous-main, je prépare mon argumentation Embiid. C'est pas de sa faute si en fait il y a très peu de mecs capables de tenir la gonfle. On voit un peu dans les stats en playoff des Bucks que ça se divise assez bien entre Bledsoe, Giannis et Middleton. Et pour moi, la suite pour Giannis, plus que peut-être développer un shoot, parce qu'on arrive peut-être au moment où je perds espoir personnellement, c'est aussi devenir peut-être un meilleur passeur. Ça serait quelque chose de bien, et surtout, comme l'a dit Alan,
arrêtez de considérer Giannis comme un extérieur, en fait, et un ailier. C'en est pas un. C'est un porteur de balle, mais c'est pas un ailier. Et ça doit pas être un porteur de balle. On doit arrêter avec. Ouais. Je sais que la communauté analytique aime bien ça. L'héliocentrisme autour de Giannis, c'est pas les LeBron James. Il peut pas faire ça. Voilà. Ouais. Adrien, je te donne le mot de la fin sur le débat Giannis, Anthony Davis, etc. Ouais, je pense que vous avez dit, je suis d'accord avec vous, c'est difficile de trancher, mais je pense qu'on peut aussi résumer, c'est un peu ce que disait Tom en substance, sur en fait ce qu'on demande à Anthony Davis d'un côté et à Giannis, enfin ce qu'on attend de ces joueurs-là, c'est pas du tout le même rôle au final. Et donc Anthony Davis est excellent maintenant dans ce qu'on peut attendre de lui, avec notamment grâce au fait qu'il joue avec LeBron James et dans une moindre mesure Rajon Rondo quand même, qui l'aide beaucoup sur certaines séquences aux Lakers. Là, et oui, c'est étonnant, mais on aura cité Rajon Rondo dans le DH20, pourquoi pas. Là où Giannis, comme tu viens de le dire Ben, on en attend peut-être un rôle qui n'est pas taillé pour les qualités, ses qualités principales en tout cas actuellement, si on considère qu'il ne va pas progresser par exemple au shoot. Voilà, moi je pense qu'il y a encore une marge du côté de Giannis, il y a quelque chose à faire, notamment je recite encore une nouvelle fois Tom, avec un créateur qui est capable de pull-up de plus loin, on va dire, que Middleton, qui est bon à mi-distance, mais qui est à 3 points, n'est pas une vraie menace. Et je garde encore espoir en Giannis, c'est pour ça que pour moi il est devant, mais effectivement c'est une question de ce qu'on attend et de là où on place les priorités quand on fait un classement entre joueurs, mais qu'on ait l'un ou l'autre dans son effectif, je pense que personne ne sera déçu. Tout le monde est content. J'avoue que c'est plutôt pas mal. J'avoue que je pense que 29 équipes NBA aimeraient avoir ce choix-là, voire les 30 en fait. Je pense aimeraient avoir ce choix entre Giannis et Anthony Davis. Et ben on va continuer. Parce que ça va peut-être devenir un des nouveaux couples de ces DH20, parce qu'on la remarque à chaque fois. Il y a des duos qui se retrouvent à chaque fois. Parmi ces duos, on avait Paul George, Jimmy Butler. Maintenant, l'écart semble être fait, à voir la prochaine fois. Il y a un autre duo qui se retrouvait souvent, c'est Jokic Embiid. Et en l'occurrence, tout le monde a mis Nikola Jokic devant Joel Embiid, sauf votre serviteur, qui vous parle actuellement. Donc j'ai maintenant 2 minutes pour vous convaincre qu'il faut mettre Joel Embiid devant Nikola Jokic, alors que je ne suis moi-même pas certain de ça. Donc, allons-y. Je mettrai Joel Embiid devant Nikola Jokic tout simplement pour une chose. C'est pour ça que je disais que je prépare un peu le terrain en parlant de Giannis Antetokounmpo, parce que je vais vous poser une question. C'est qui le meilleur joueur en pull-up à 3 points qu'a eu Joel Embiid dans sa carrière? Jimmy Butler, je pense. Non. Ou sur les statistiques pures, c'est Tobias Harris. Un pull-up. Pas un catch and shoot et tout ça. Un pull-up après dribble, c'est Tobias Harris. Statistiquement, quand tu reprends les stats. Et il est pas sur la ligne arrière, en plus. Si on prolonge la réflexion. Ce que je veux dire par rapport à Joel Embiid, c'est que je pense que lui, il est totalement desservi par son environnement. En gros, si je le sors un peu de son environnement, on a quoi? On a un pivot qui est souvent, on lui casse du sucre sur le dos parce que il serait pas en forme. Parce que voilà, il est pas capable de tenir une série de playoffs. Joel Embiid, on n'a jamais vu ça en termes de usage en playoffs depuis Shaq. Ça fait 20 piges, le jeu a complètement changé, ça a accéléré. Je pense qu'en fait, on lui a mis trop de responsabilités sur le dos et qu'il répond en une partie mais pas totalement. Il a pas son Jamal Murray. Il a pas la personne qui est capable de lui mettre du pull-up. On voit les stats de Joel Embiid en pick and roll quand il est rollman, elles sont pas assez bonnes pour un joueur de son calibre, et je trouve qu'en fait Joel Embiid offensivement, il a peut-être les stats brutes, mais en fait il a pas l'efficacité parce que ce qu'il y a autour de lui n'est pas bon. Ensuite, défensivement, alors ça on sait que c'est un de mes combats, je trouverai toujours des questions à où je place Jokic dans mon fameux classement, où est-ce que je le mets? 3, 4, si je suis gentil, voire peut-être 5, là où Embiid peut être 2, même s'il y a la question sur le drop, 2,5. Donc en fait, je le mets juste au-dessus. Je dis que ça se joue à rien, hein, mais je le mets juste au-dessus parce que j'estime que son environnement l'a toujours desservi en fait, et que il doit pas avoir l'usage de Shaq en 2020. C'est impossible à tenir pour un pivot. Madiane, je te vois agité. Pourquoi tu veux répondre? Moi, je suis d'accord sur un point et je pense que Tom me rejoindra là-dessus parce que c'est un peu notre théorie à tous les deux et je pense que maintenant tu nous rejoins. Remonter dans notre train. Joel Embiid est plus important défensivement qu'offensivement dans un collectif, je trouve. Et je préfère sa force défensive à sa force offensive. Je trouve que offensivement, il y a les stats mais pas l'efficacité et que c'est pas à lui de la faire. Et on a bien vu que face aux Celtics, ça montrait des limites terribles. C'est-à-dire que
les Celtics avaient personne à lui mettre dessus quasiment, mais ils arrivaient à se débrouiller parce que ça allait jamais très loin en fait, offensivement. Et effectivement, l'effectif de Philadelphie n'est pas construit pour lui, mais j'irai plus loin. Est-ce que tu construis vraiment ton effectif autour d'un Joel Embiid en 2020? Jusqu'où ça peut te mener? Je rappelle que le débat, c'est Jokic contre Embiid. C'est pas Embiid lui-même. Exactement. Et moi, je pense que, par exemple, tu iras plus loin, que ce soit en tant que Nuggets ou en tant que Sixers, en ne construisant pas autour de ça. Après, ils sont très différents. Moi, je les ai à la suite dans le classement et je vois qu'en fait, quasiment tout le monde les fait suivre ou quasiment. Finalement, ça dépend de ce que tu veux. Offensivement, Jokic est tellement au-dessus. Défensivement, il n'y a pas non plus de débat et finalement, ça dépend de ce que tu préfères. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment de joueurs fondamentalement au-dessus de l'autre. Qui n'est pas d'accord avec ça? Qui pense vraiment qu'il y a quand même si elle est nuancée, tu l'as dit, Madiane, tout le monde les a rapprochés, qui pense qu'il y a quand même, il y a un gap quand même? Parce que visiblement, en 2020, on a le droit de dire gap, je l'entends dans toutes les émissions de télé, qui pense qu'il y a quand même un gap? J'ai l'impression que personne ne réagit, donc tout le monde est d'accord pour dire que c'est extrêmement serré. Je vais revenir vers toi, Ilias, qu'est-ce qui a fait quand même pencher la balance? Moi, je vais essayer de resituer un petit peu les choses dans le contexte de mon classement. Moi, Embiid, en dehors de toutes les choses que tu avais citées tout à l'heure, c'est-à-dire, on va dire, sa capacité à ne pas forcément tenir sur la longueur d'un match ou d'une série de playoffs, c'est quelqu'un, si on exclut, on va dire, tous les facteurs, on va dire, référents à son physique, moi, c'est quelqu'un que j'avais peut-être même au niveau de Giannis et de Anthony Davis. C'est quelqu'un que j'ai, sur le plan purement basket, en très très haute estime parce que voilà, tu l'as souligné tout à l'heure, en termes de capacité de domination, je pense que on est en train de passer à côté de quelque chose avec Joel Embiid. Si c'est quelqu'un qui avait su justement, su mieux gérer son physique, avoir eu aussi peut-être une hygiène de vie un petit peu plus adéquate à celle d'un joueur NBA et surtout de ce que pourrait demander son corps, je pense que on aurait un Joel Embiid qui serait très très régulièrement cité dans la course au MVP. Après c'est pas vraiment le même type d'intérieur, c'est pas vraiment le même type de pivot. On va pas demander à Embiid de faire les choses que font Jokic. Mais moi personnellement, disons que c'est plus, on va dire, les restrictions que s'impose malheureusement Embiid qui font que je l'ai derrière Jokic. Mais sinon, sur le plan basket, je l'avais quand même devant Jokic et même très très nettement. Ok. On va peut-être continuer et ensuite je te donnerai la parole, Alan, pour ouvrir le débat Towns qui est un peu lié et je sais que c'est peut-être le grand débat que je ne veux pas aborder. Tom, je t'ai vu beaucoup réagir par rapport à tout ce qui a été dit. C'est quoi ton avis là-dessus? Comme tout le monde, tu mets Jokic au-dessus d'Embiid, mais j'ai l'impression à vous entendre tous que, et comme pour moi, ça se joue à rien. Pour moi, c'est d'un chouïa, puisque en fait, comme Madiane l'a dit, pour moi, enfin, Joel Embiid, c'est un joueur qui est exceptionnel défensivement par des choses qui n'arrivent pas. C'est-à-dire que le simple fait que lui soit là, il va changer totalement la façon dont ton équipe va prendre ses shoots, puisque quand il est sur le terrain, t'as beaucoup plus de flotteurs que d'attaques du cercle parce que le mec fait peur. Ou sinon des joueurs qui ressortent et qui recommencent à zéro parce qu'ils ont peur de Joel Embiid. Donc ça, c'est un truc qui est hyper important pour lui. Ce que je trouve qui peut peut-être le desservir, c'est qu'en saison régulière, on voit que c'est un joueur qui augmente sa production offensive par sa capacité à aller chercher facilement des fautes et des lancers francs. En playoff, c'est des choses qu'il a un petit peu moins. Et par rapport à Jokic, moi là où je mets un petit bump du coup par rapport à Jokic, c'est que Jokic, malgré toutes ces problématiques, c'est un joueur qui défensivement sur les playoffs, hein, alors il a affronté les adversaires qu'il a affrontés, mais il est fort sur la partie rebond. Sur du pick and roll, il arrive correctement peut-être parfois à défendre en edge. Alors oui, c'est pas forcément le mec le plus dissuasif, mais il arrive à bien anticiper les placements, donc c'est pas une valeur totalement négative. Et là où je lui donne le bump par rapport à Embiid, c'est que offensivement, en plus de lui sa production initiale, il a toute la partie playmaking offensive qui fait que en fait avec Jokic, alors même si c'est vrai que pour moi le poste de pivot c'est pas un poste
défensif, tu dois d'abord être fort, c'est pas poste offensif, tu dois d'abord être fort défensivement, enfin, plutôt que offensivement. Mais Jokic apporte tellement de choses offensivement qui te permet que sur ton poste, par exemple, de créateur ball handler extérieur, ben, il enlève toute la partie playmaking et tu peux te contenter d'avoir un mec qui est plus porté sur le scoring que vraiment un créateur, et ça, c'est une valeur énorme pour moi. C'est pour ça que je le place au-dessus. On va peut-être ouvrir la parenthèse Karl Anthony Towns parce qu'il y a une espèce de un lobbying de la part de certains membres pour qu'on ouvre le classement Karl Anthony Towns, parce que, alors, je vais vérifier en même temps sur mes fiches, mais Adrien, Alan et Elias l'ont dans leur classement, ça va monter même très haut, parfois on n'est pas à la 20e place ric-rac, hein, il est vraiment dans le classement, d'autres ne l'ont pas. Alan, je vais te laisser défendre Karl Anthony Towns parce que tu es celui qui a Karl Anthony Towns le plus haut à la 16e place. Ouais, pour moi, t'as bien évoqué le contexte pour lequel on pouvait faire le plaidoyer Joel Embiid au-dessus de Nikola Jokic. Moi, je vais essayer de faire le plaidoyer comme quoi Karl Anthony Towns, pour moi, il est dans la cour avec les deux autres, en fait. Il est dans la cour avec les deux autres en tant que joueur. Déjà parce que si je regarde simplement la production statistique, alors c'est sur 35 matchs cette année, il est en 26-11 à 50% au tir. C'est un pivot qui shoot à 41% à 3 points sur 8 tirs à 3 points par match. Avec du pull-up. Voilà. Et seulement 35 matchs joués. Et en fait, moi, je vais juste dire parce voilà, c'est très complexe de le classer, mais pour moi, en fait, c'est un des tout meilleurs joueurs de la ligue dans une franchise complètement dysfonctionnelle, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il arrive en NBA. Il y a la première année, le trio avec Wiggins-Lavin. Ok, trio avec Wiggins-Lavin. Deuxième année, on lui ramène Jimmy Butler et des vétérans. Donc, Taj Gibson, Jeff Teague. Jeff Teague qui est censé l'aider. Tom, on parle souvent, pour Jaren Jackson, c'était important d'avoir Mike Conley durant la première année. Pour un intérieur comme ça, avoir un bon meneur. Troisième année, alors, départ de Butler. Teague rate la moitié de la saison, donc il se retrouve avec Tyus Jones pour lui donner des ballons. Et ensuite, on lui ramène Covington, Saric, voilà. Et puis cette année, on monte à la draft chercher Jared Culver. Saric, on l'enlève, qui était un joueur poste 4 pour apporter du spacing à côté de lui. On trade dans la saison Robert Covington, on récupère D'Angelo Russell, mais quand on récupère D'Angelo Russell, le 4 n'est plus là et ne sert plus. Donc pour moi, il y a aucune continuité dans ces 4 années. C'est-à-dire que c'est difficile de trouver chez Joel Embiid des mecs capables de pull-up, de l'aider offensivement dans les séries de playoffs, je suis d'accord. C'est compliqué pour Joel Embiid, pour Karl Anthony Towns de trouver un 5 de départ avec lequel il a joué sur une période de longue durée. Et pour moi, ça, franchement, je trouve ça super compliqué parce que ça fait que voilà, on dit Karl Anthony Towns, il fait des stats dans une mauvaise équipe. Puis de toute façon, Butler, il l'a humilié dans un scrimmage de pré-saison, puis il a dit qu'il était soft, puis en plus Butler, regardez, il a raison Butler, après il est allé à Miami, puis il va en finale, et voilà. Je trouve qu'il a vraiment le mauvais rôle, Karl Anthony Towns, depuis, alors que franchement, tout le monde parle d'aller chercher Bradley Beal, mais moi le premier que je vais chercher, si je dois faire un trade, c'est Karl Anthony Towns, et je rêve toutes les nuits avec un maillot vert sur le dos. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce n'était pas le plaidoyer d'Alan, mais il y a cru. Il y en a vraiment, il y en a cru. Il a les mis gars, son cœur. vous le voyez pas, mais nous on dire, le voit, il a mis du cœur. Pour tout vous dire, Jaylen Brown est déjà dans l'avion. Non, mais moi, je trouve juste que moi j'ai toujours eu ce triptyque, on en parlait souvent, Towns, Jokic, Embiid. Et j'avais souvent Towns en premier, en fait, dans ces dernières années, parce que je reprochais des choses à Joel Embiid et même à Nikola Jokic. Là, je vais passer Jokic numéro 1 parce que ce qui s'est quand même passé dans la bulle, c'est notable. Nikola Jokic a fait vraiment de beaux playoffs. Alors, il a eu de la chance d'avoir un Jamal Murray à côté, comme Jamal Murray a eu la chance d'avoir Nikola Jokic. Ça allait ensemble. Joel Embiid, franchement, c'était très compliqué pour lui. Vous l'avez tous très bien dit. Karl Anthony Towns, il a pas fait les playoffs, mais parce que, franchement, il pouvait pas aller en playoffs avec l'équipe qu'il avait. Franchement. Je trouve ça compliqué, surtout pour un intérieur en 2020, il passe devant qui des 8 équipes qui sont en playoff? C'est assez compliqué. Donc, c'est juste pour ça. Adrien, je reviens vers toi parce que je vais donner la parole à la team Karl au début, à la team Kat au début. Pourquoi est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a pu dire Alan? Tu le mets 18e de ton classement et c'est à noter, on en parlait la dernière fois, c'est devant des Jamal Murray ou devant des Donovan Mitchell. Parce que quand on fait le classement, on en a parlé un peu, il y a une espèce de pondération des qualités intrinsèques d'un joueur par rapport à ce qu'ils apportent, leur utilité dans la ligue en 2020.
On en parlait notamment avec ce que peut apporter un Anthony Davis. Et je pense que Karl Anthony Towns, il est assez unique dans son skill set. Et comme le disait Alan, c'est quand même, enfin je sais pas, c'est un 7-footer qui met des grands pull-ups avec des step back à 3 points. Et il a le physique et le jeu que tu voudrais d'un pivot moderne, en fait, par exemple, justement en opposition à un Nikola Jokic. Ce qui fait que Nikola Jokic est bien devant, c'est l'autre partie, en gros, de la manière dont moi j'ai construit mon classement, qui est que si je veux construire un effectif en maximisant un joueur, Jokic, il est unique en son genre, mais je sais que si je le mets, comme dit Tom, tout de suite j'ai une attaque top 5, et j'ai un jeu très particulier qui, lui, contrairement donc à ce que je disais sur Towns, va trancher avec ce qui se fait en NBA de manière globale, on va dire, mais qui est tellement à l'envers de ce qu'on pouvait attendre qu'il en devient surprenant, hyper intéressant, et en plus c'est sympa à voir jouer. Moi je trouve ça très très beau de voir Jokic. Mais Towns, il a, en fait je rejoins tout ce que disait Alan, il a tout ce qu'il faut pour être dans cette discussion, voire même très très haut, je pense, potentiellement. Mais pourquoi je l'ai pas plus haut, c'est par rapport à tout ce qu'on disait depuis le début. J'essaie d'être constant. Il est pas là dans la bulle, il a pas les références pour le moment nécessaires, et donc ça reste du fantasme encore. Mais a priori, moi, Karl Anthony Towns, si j'ai Karl Anthony Towns en pivot, en fait, je n'y vois aucun souci. J'ai aucun problème avec ça. Oui, c'est plutôt pas mal. Je pense que tu échangerais Wendell Carter contre Karl Anthony Towns. Oula. Ilias, je complète le trio favorable à Karl Anthony Towns. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'a pu dire Alan et Adrien? Pas vraiment, je pense que mes deux compères et on va dire pro Karl Anthony Towns ont fait le travail pour moi, donc merci pour les travaux. J'aurais pas vraiment de choses à ajouter, si ce n'est que à une échelle quand même moindre, j'ai l'impression de voir un petit peu dans le début de carrière de Karl Anthony Towns ce que j'avais souligné concernant le début de carrière d'Anthony Davis. Même si, attention, hein, pour moi, il ne rentre absolument pas dans la même catégorie de joueurs, mais voilà, je pense qu'une fois que les choses seront un petit peu mieux structurées autour de lui, ou si je pense que c'est le mieux pour lui s'il était amené à changer de franchise pour se retrouver dans un contexte plus on va dire préférable, je pense que sa carrière redécollera assez rapidement, parce que voilà, il coche toutes les cases, si ce n'est peut-être pas en défense, mais il coche plus ou moins toutes les cases du joueur dominant et qui pourrait un jour prétendre à être MVP. Tom, Madiane, moi-même, on va donner la parole à Tom, tiens, en premier. Pourquoi tu ne l'as pas, Tom, dans ton top 20? Et si tu peux glisser un mot, parce que personnellement, j'étais très étonné de pas avoir non plus Rudy Gobert dans ton top 20. Et c'est je crois, une surprise qu'on a partagée. On est plusieurs à avoir partagé. En fait, c'est le côté triptyque. Moi, j'avais un triptyque, justement, par rapport au pivot. Alors, même si j'avais, par exemple, Anthony Davis, si on le considère comme un pivot maintenant, Anthony Davis avec Jokic et Embiid, et en dessous, j'avais un triptyque que j'ai pas pu départager, qui était composé, en fait, de Karl Anthony Towns, Rudy Gobert et Bam Adebayo. Donc, t'as monsieur polyvalent, monsieur défense, t'es top 10 en défense quand il est là, et monsieur t'es top 10 en attaque quand il est là. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à départager ces trois joueurs-là. Karl Anthony Towns, la raison pour laquelle je l'ai pas considéré, alors que j'ai par exemple considéré Russell Westbrook, c'est qu'en fait, certes oui, ça peut étonner, c'est très étonnant, hein, surtout venant de moi. On décrit pour les gens qui ne sont pas là, Alan a fait une espèce de mine de personne totalement choquée. L'emoji comme ça. L'emoji, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que Karl Anthony Towns, je trouve surtout que... te connaissant, ouais, parce oui, que mais en fait, beaucoup Towns. Le truc, c'est, moi, ce qui a fait la différence pour le coup, c'est le volume et l'initiation. Alors là où Karl Anthony Towns, en fait, comme c'est un intérieur, il a besoin d'un niveau de playmaking plancher. Il peut pas prendre les responsabilités lui seul et élever le plancher de l'équipe. Là où Russell Westbrook, par exemple, tout mauvais soit-il, s'il prend les responsabilités de l'équipe, t'as une équipe moyenne, quoi. T'as pas une équipe ouf, mais t'as une équipe moyenne. Et c'est pour ça que j'ai pu se considérer. Mais pour revenir au fameux triptyque des intérieurs, moi, Karl Anthony Towns, là où j'ai du mal, c'est qu'en fait, cette saison, défensivement, ils ont quasiment tout essayé. Ils ont essayé un peu de switch. Ça a pas marché. Ils ont essayé du drop. Il a joué 30 matchs. Oui, mais attends, mais je te dis ce qu'ils ont essayé. De ce que j'ai vu. Ils ont essayé du drop. Ouais. Ça n'a pas marché. Du drop avec Vanderpool, ça n'a pas marché. Du edge, ça n'a pas marché. Et moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est que par rapport à Karl Anthony Towns,
vu que le poste de pivot pour moi est un poste de défensif, pour moi tu peux pas avoir une équipe décente et même au niveau de la moyenne défensivement avec Karl Anthony Towns en tant que ton premier enfin ton en tant que défenseur enfin ton pivot défensif quoi. Et ça pour moi c'est pas possible, c'est inconcevable puisque quand il a été remplacé dans le 5 par Gorgui Dieng, l'équipe ne fonctionnait pas offensivement, mais défensivement ils étaient bien meilleurs et ça m'a choqué. Et donc Gorgui Dieng est meilleur que Karl Anthony Towns, on fait des sophismes. On ne caricature pas. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que je te dis, c'est que en fait je sais. il manque tellement, en fait si tu vois il était juste au niveau de la moyenne de la ligue défensivement, je pense qu'il passe. Ce que fait Jokic. Parce que ouais, je pense qu'en fait Karl Anthony Towns, je pense que c'est l'un des seuls pivots dans la ligue sur lequel tu peux pas adopter une défense en switch parce qu'il cuisine tous les mecs. Tu peux pas mettre un petit joueur sur Towns. Tu peux pas mettre un petit joueur sur Towns, mais il coûte tellement défensivement de l'autre côté et il te demande un personnel tellement particulier que du coup je peux pas le rentrer dans le top 20 pour Madiane, est-ce que tu rejoins un peu ça? C'est le côté, c'est certainement pas le côté offensif de Karl Anthony Towns qui fait qu'il est un peu plus bas, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait que oui, construire une défense autour de Karl Anthony Towns, ça paraît extrêmement compliqué. Ouais, c'est très très compliqué et moi malheureusement en fait ce qui m'a fait écarter Karl Anthony Towns définitivement, ça joue pas en sa faveur et même si ça commence à dater un peu, enfin, il s'est fait bouffer par Clint Capella dans la série face aux Rockets. Enfin les gars, c'est ta date. C'était pas le même non, joueur mais ça, aussi, hein. ça date, c'était pas le même genre. Ben non, défense. Pick and roll plus que par Clint Capella. Ouais, mais non, mais les deux, c'est-à-dire que il se faisait attraper dans son dos sur pick and roll. Harden s'est foutu de sa gueule pendant toute la série. Ok, c'était pas le bon match-up, mais c'est beaucoup. Et on me dit c'est une autre série, c'est un autre joueur, etc. Ils sont où les progrès? J'en ai pas, j'ai pas de référence, j'ai rien de plus. C'est juste qu'à côté, c'est en fait, c'est. J'ai 35 matchs cette saison. C'est Tchernobyl. Mais c'est Tchernobyl à côté, mais j'ai 35 matchs cette saison. Je peux pas, en fait. Je vois le potentiel, mais moi, je peux pas juger du potentiel. Je suis d'accord pour dire qu'il est pas loin. Je suis d'accord pour dire que ça peut être un monstre, qu'avec le bon personnel, ça peut matcher. Mais. C'est déjà un monstre offensif. Mais, ouais, mais pas défensivement, c'est pas un joueur monstre, parce que défensivement, non. C'est pas un joueur monstre. Défensivement, oui. C'est pas, enfin, c'est une moyenne des deux. Être sanctionné en permanence d'un côté du terrain par ton joueur star, c'est pas une bonne idée, en fait. Donc, il y a Tchernobyl à côté, je veux bien. Moi, je demande à voir, en fait. C'est comme Booker, hein. Booker n'y est pas. Et Booker n'y est pas pour un peu les mêmes raisons. Il y a Tchernobyl à côté, mais en fait, je demande à voir un peu plus. Mais ils sont pas loin, hein. Ils sont pas loin. Mais il y est pas. C'est ça. On tient à dire que tout se rejoint un petit peu. Hein. Même si, alors moi je vais faire extrêmement court, dans mon 1-5, Towns et 5 en défense, et c'est impossible pour un pivot. C'est impossible. Ouais, tu peux pas être, ouais. Tu peux pas, en fait. Ton pire joueur défensif ne peut pas être ton pivot en 2020. C'est complètement impossible. Enfin, alors que, offensivement, parce que je me suis un peu refait de Karl Anthony Towns ces 2 derniers jours, parce que je me suis dit, pourquoi ils sont 3 à me le mettre alors que moi j'y ai pas pensé? Oui, offensivement, c'est incroyable. C'est extraordinaire, mais il peut pas être 5 en fait. C'est juste, c'est pas possible. Moi, j'ai une question à vous poser, les gars. Est-ce que c'est vrai que c'est facilement identifiable, on va dire les carences de Towns en défense, mais est-ce que selon vous, vous pensez que en faisant l'effort, il peut mieux défendre en tout cas? Est-ce que un jour, est-ce qu'il peut je pense que c'est une histoire de compréhension du jeu défensif. Parce qu'il a jamais, Alan le dira mieux que moi, il est arrivé avec le pédigré de défenseur, on l'a jamais vu être un défenseur comme on a pu l'attendre en NBA en fait. Et il commence à avoir des années en NBA. Complètement, ça a été la grosse surprise limite. On te le vendait comme un intérieur qui était peut-être plus défensif, et dès sa première année, il a déjà tout pété offensivement pour un rookie, donc c'est ce changement qui était un peu étrange. Après les gars, j'ouvre une porte. Et je regrette parce qu'elle va détruire mon timing, mais est-ce qu'on est arrivé à une époque où c'est devenu impossible d'être un pivot et d'être considéré comme, je dirais, ça devient presque impossible, ne serait-ce exception d'être dans le top 7-8 si t'es un pivot, à l'heure de l'héliocentrisme, etc. Des joueurs qui gavent tout, des défenses qui sont, où le pivot est très important et du coup il perd de l'énergie pour l'attaque. Est-ce que ça devient impossible? Pratiquement impossible.
Alors il y a tout le monde réagit. Je donne la parole à Madiane et ensuite à Adrien. Ça dépend. Enfin, moi je te dis que si tu me cales Anthony Davis au poste de pivot, je te dis qu'il reste à sa place. Donc, et finalement dans la série, est-ce qu'il y a pas passé pas mal de temps? Il y a eu des moments où Dwight Howard il jouait pas, où Javal McGee il jouait pas. C'était lui, hein, en vrai. Et donc non. Anthony Davis y arrive, donc c'est possible. Mais c'est l'exception. Mais c'est l'exception à la règle. Mais C'est en l'exception fait, mais c'est ce qu'on se disait sur le small ball. Anthony Davis est une exception. Oui, je pense qu'il faut que tu sois un joueur exceptionnel en tant que pivot pour y arriver. Mais en vrai, pour être top 5 NBA, faut être un joueur exceptionnel. LeBron est exceptionnel, Kawhi est exceptionnel, Durant est exceptionnel. Ils sont tous exceptionnels. Mais ils ont plus le droit à l'erreur que les pivots, qui doivent être. Il faut être irréprochable en tant que pivot. D'où la deuxième exception. On en parlait avec Tom. On en parlait avec Tom rapidement. Mais si Giannis Antetokounmpo, c'est un pivot, et ben ça marche aussi. Et moi, je pense que tu peux faire ça avec Giannis en tant que pivot. Pour moi, j'ai 2 exceptions actuellement. Ok. Ouais, mais après, les mecs sont tous exceptionnels, hein, Ben, hein, parce que, enfin, Rudy Gobert, il est exceptionnel, hein, défensivement. Bah, non, mais on parle de top 20 joueurs NBA, tout ça, en fait. Les mecs sont tous exceptionnels. C'est juste. Oui, c'est la marge d'erreur. Moi, je te parlerai plus de mobilité, de flexibilité dans le jeu. Parce que tu seras amené à beaucoup être dans des zones d'inconfort. D'où la marge d'erreur. Ouais. Ils ont moins de marge d'erreur, en fait, que les autres. Est-ce que si Embiid n'a pas un physique de facochère, est-ce qu'il est pas top 5? Potentiellement, il peut. Potentiellement, honnêtement. Hormis la référence douteuse au règne animal, moi je pense que théoriquement, voilà, mais c'est ce qu'on disait. Bah vas-y, Alan. Je te laisse aller plus loin avec ça. Tu l'as lâché comme ça, attention. Ouais, Zion, je pense que dans les prochains mois, dans les prochaines années, on en parlera. Oh non, je comptais éviter ce point-là. C'est juste parce que tu l'avais appelé comme ça, c'est pour ça. Ah oui, non, le facochère volant. Oui, c'est vrai. Non, mais juste, j'ouvrais ça parce que moi, je me posais cette question par rapport à Davis. Je me disais, en faisant mon classement, il est censé faire quoi de plus, en fait, pour monter plus haut? Pour revenir, j'aurais trompé la... Oui, mais, tu vois, c'est pas un mec de sa taille est pas censé faire ça, en fait. Oui. Mais un mec de la taille de Towns n'est pas censé faire ce qu'il fait aussi, tu vois. Est-ce qu'il est pas censé gagner le titre en tant que première option, ce qui n'est peut-être pas possible? Et donc, aussi. Tu vois, c'est juste ce qui fait qu'il est le tiers inférieur. Voilà. J'ai juste l'impression qu'on met, pour eux, vu la NBA actuelle, on met le niveau d'exigence tellement haut par rapport à d'autres. Enfin, et il y a même un nom qu'on n'a pas cité, mais qui est intéressant dans le débat. Alors, il est pas top 20 du tout. J'y avais même pas pensé, mais il y a Kristaps Porzingis, en fait, qui est un pivot qui t'apporte. Moi, j'y ai pensé bonne à défense, mettre une bonne protection. Pareil. Ah ouais? Mais tu vois, pour le coup, si on reprend ton système, Ben, il pourrait être ton Kristaps Porzingis, il peut être ton 2 en attaque et ton 2 en défense. Ouais, 2,5, 3. Ouais, il est super, exactement. Totalement. Après, pour Christophe, c'est un autre débat, mais Chris Nopas, s'il vous plaît. Chris Nopas, Porzingis. C'est vrai. Il y a d'autres problèmes par rapport à son jeu, mais c'est sûr que je trouve que pour prendre une comparaison 2K, j'ai l'impression qu'ils doivent être A+ partout. On note peut-être plus en A+ dans les 2K, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai plus mis la main sur A+, mais ils doivent être tellement fort partout pour être considéré. C'était mon petit moment, pas de rétropédalage, je suis toujours le pape du small ball, mais voilà, les pivots ils doivent tellement faire pour être considérés. On va entrer à un débat qui va nous porter un peu plus vers l'extérieur, c'est le Harden-Doncic. Alors je pensais pas avoir ce débat-là, et puis j'ai vu Adrien, et puis j'ai vu Alan, et puis j'ai vu Madiane me mettre Luka Doncic devant James Harden. Madiane, je vais commencer avec toi pour des questions logistiques, on va être honnête. Pourquoi tu nous as mis Luka Doncic devant James Harden? Luka Magic. Finalement, je pense que c'est toi qui m'as donné l'argument. C'est que, en fait, tu as passé ton temps pendant tous les playoffs à dire, et James Harden sur ses performances, est-ce qu'on lui laisse pas trop passer ce qu'il fait en playoff? Et au bout d'un moment, je commençais à regarder, et je suis désolé, mais on en a parlé tout à l'heure. Fin de match, comment ça se fait que Russell Westbrook a la balle en main?
dans quelle histoire, dans quel monde, dans quel univers possible, James Harden laisse sa balle à Russell Westbrook. Et moi, je suis désolé, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup au dossier du petit James. Il y a évidemment, en 2018, ils sont très très forts et sauf retournement de situation, ils doivent gagner le titre en 2018. Mais là, sur les performances récentes, 2019, 2020, il n'y a pas Kevin Durant. Il laisse son équipe couler. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un truc. Moi, je pense que quand il met 2 sur 18 face aux Spurs en Game 7, c'est en 6 ou en 7. Enfin, je sais plus en combien ils perdent. C'était le match 6 sans Kawhi, là. 6. Match 6. Pas Kawhi. 2 sur 18. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que c'est pas un épiphénomène, qu'il y en a beaucoup au dossier, que, en fait, on lui pardonne beaucoup et que Luka Doncic a été historique, que ce soit dans sa saison régulière pour un sophomore, que ce soit dans ses playoffs où franchement il n'y a pas Kristaps pendant une majorité des matchs et il y a 4-2 alors qu'il doit y a jamais, il y a 4-1 ou 4-0, il y a jamais 4-2 face à ces Clippers. Alors ok, les Clippers ça a d'autres soucis, mais quand même, et ses performances sont dingues. Et au bout d'un moment, moi j'ai envie de valoriser aussi les performances de Luka Doncic. Et oui, moi je pars dans une campagne de playoff, je préfère avoir Luka Doncic que James Harden sur le terrain et j'assume. Alors, c'était censé être les 2 minutes pour convaincre Dalan, je vais te les donner, mais je vais un peu te changer l'intitulé. Tout simplement, est-ce 2 minutes pour me convaincre que c'est pas de la projection à ce stade de mettre Luka Doncic devant James Harden? Et ben, tu me connais très bien, de toute façon. Donc, en fait, a posteriori, je regrette un peu d'avoir mis Luka Doncic devant James Harden. Après avoir réfléchi, après avoir... mais t'inquiète, je suis avec mes 2 rookies et je suis là. Je prends soin de mes 2 rookies. Ils sont sophomores maintenant. Attention. Oui, c'est vrai, de mes 2 sophomores qu'on a draftés et je les couvre. Donc, si il faut envoyer des tomates, ça sera sur moi. C'est pas grave. Mais, je pense que c'est peut-être plusieurs choses qui se culminent et qui n'ont pas forcément de rapport entre elles, en fait. C'est-à-dire, James Harden qui, a quelques campagnes de playoffs décevantes qui commencent un petit peu à s'accumuler. Luka Doncic, la dernière image qu'on a de Luka Doncic, en vrai, c'est pas le match 6, c'est le buzzer du match 4. Le step back. Voilà, c'est Luka Doncic qui, sans une cheville, balance un triple-double avec 40 points de moyenne contre les Clippers. Luka Doncic qui est, Tom aimait beaucoup le rappeler, était à la base si on regarde un petit peu quelques outils de statistiques avancées, à la baguette, et le seul initiateur offensif de la meilleure attaque de tous les temps. Du meilleur offensive rating de tous les temps, en saison régulière. Voilà. Du meilleur en saison régulière. Alors, aidé par des mecs incandescents à la Seth Curry, Trey Burke, aidé par Rick Carlisle, complètement, Rick Carlisle qui a relancé Trey Burke dans une série de playoffs. Voilà. Cette phrase, déjà, je l'enlève. Tim Hardaway Jr. et compagnie, Kristaps, Maxi Kleber, tout est construit pour que ça fonctionne bien et tout ça. Mais franchement, il est déjà à un niveau où, voilà, c'est l'initiateur offensif d'une équipe alors les deux ont les mêmes problèmes, hein. Les deux sont pas des défenseurs élites, défenseurs très engagés. Les deux sont un petit peu, des fois, des pourcentages au tir à 3 points un petit peu décevants, mais en fait, faut regarder les shoots qu'ils prennent. C'est du pull-up, c'est des shoots très compliqués, c'est pas du catch and shoot. Donc, moi, je pense que James Harden est aujourd'hui un meilleur joueur que Luka Doncic. Mais franchement, rien que parce que c'est un peu dans la même cour, et je donne l'avantage à Luka. Ilias, ton avis là-dessus? Encore une fois, je donne la parole à un camp avant de la donner à l'autre. En fait... Ah non, je me trompe parce que t'as Harden devant Doncic, donc je donne la parole à la défense. Ouais, j'ai encore un peu Harden devant Doncic parce que déjà, moi, une des raretés de mon classement, et c'est ce qui vient aussi quand même souligner le côté exceptionnel de Doncic, c'est que moi, je m'accordais à minima, tu vois, un échantillon de 3 à 5 saisons pour pouvoir intégrer un joueur dans mon top 20. La seule exception que j'ai dans ce classement, c'est Luka Doncic. Le mec est immédiatement propulsé dans mon top 8 alors qu'il est qu'en année 2 d'existence NBA, ce que je trouve absolument fou. Sa première saison était déjà exceptionnelle alors que la deuxième, là, on commence à rentrer dans des bases qui sont quasiment all-time. Et si on commence à se projeter quand même, on va dire, sur la suite, si les blessures le laissent tranquille,
que les choses, on va dire, s'embriquent bien autour de lui et qu'il arrive à glaner quelques bagues, on a potentiellement un joueur qui pourrait intégrer le top 10, non pas du DH20, mais carrément le top 10 all-time. C'est-à-dire que le mec, il pourrait voilà aller se s'immiscer entre des joueurs comme Shaq, Duncan, Kobe, enfin ce type de joueur. En tout cas, il en a le potentiel et on va dire que son début de carrière laisse entrevoir quelque chose dans le genre. Mais quand même, j'ai pas souvent été tendre avec James Harden. Je pense que quand même actuellement James Harden a encore, on va dire, le bénéfice du doute et on va quand même lui accorder un petit avantage parce que c'est un joueur qui a quand même été MVP, qui n'est pas non plus, on va dire, le dernier venu qui est capable de performances assez incroyables, mais je vous cache pas quand même que ça a été un de mes choix très très complexes dans mon classement et que j'ai failli mettre Luka devant, mais voilà, je lui laisse encore ce petit bénéfice du doute à James Harden, mais on va dire que aussi sûr qu'il a actuellement un léger avantage sur Luka Doncic. À peu de choses près, c'est-à-dire que si Harden était amené à me refaire encore une campagne de play-off où il disparaît, où il n'assume pas, et on va dire qu'il a des chiffres en deçà de ceux qu'il produit en saison régulière, là c'est quasiment sa place dans le top 10 qui serait remis en cause avec les critères qui sont les miens. On va d'ailleurs, juste pour préciser, c'est vrai que ça se joue à rien du tout. Doncic est devant quand on regroupe les classements, mais ça se joue vraiment à rien. On n'a pas entendu Adrien et Tom sur le sujet. Je vais commencer par toi, Adrien. Tu fais partie de la team Doncic devant Harden. D'ailleurs, Doncic même devant Anthony Davis dans le classement d'Adrien. Et oui. Je tiens à le noter. Tu es celui qui met Doncic le plus haut. Comment on défend ça? Oui, je suis un peu le conducteur du train de la hype Doncic. Je l'avais un peu évoqué quand je parlais de Giannis. En fait, par rapport d'abord à ce qu'on disait sur James Harden, bon, maintenant les auditeurs le savent, surtout ceux qui ont écouté notre classement de la décennie. Voilà, exactement. Je suis pas le plus grand fan de James Harden, mais je lui reconnais tout ce qui a été dit et ses qualités. Le truc, c'est que dans la logique de ce classement, moi, je partais sur où est-ce que pouvait m'emmener un joueur si je maximisais mon effectif autour de lui, grosso modo. James Harden, la logique, elle a été essayée de différentes manières, mais elle a été essayée. Alors, effectivement, il passe à rien, il passe à un match statistique improbable d'aller peut-être au bout et d'un titre NBA, mais le fait est que ça a été fait et que ça n'a pas marché, que cette année ça n'a encore pas marché et qu'il a, comme vous l'avez dit, des absences qui sont quand même à lui imputer, là où Luka Doncic va profiter en gros du petit échantillon finalement, puisque pour l'instant je n'ai rien à reprocher à Luka Doncic. C'est-à-dire que même par rapport à la hype que j'avais, il a été supérieur sur ses playoffs. Quand il y a la blessure de Kristaps, on se dit bon, c'en est fini de Dallas, surtout face aux Clippers. On évoquait la fatigue de devoir attaquer sur Paul George, sur Kawhi, sur cet effectif des Clippers qui pouvait lui emmener du monde. Le gars a surnagé, a survolé, notamment le match qui finit par un buzzer beater, mais on l'a toujours senti dans un certain contrôle du match, et c'est un contrôle que je n'ai pas vu depuis LeBron James. Ce sentiment de maîtrise du tempo du match, je n'ai pas vu ce type de contrôle-là. Ce type-là, je ne passe pas sur le même plan quand même, je suis pas fou, mais ce type de contrôle-là, je l'ai pas vu depuis LeBron James, et c'est pour ça que moi, Luka Doncic est tout seul dans son tiers chez moi. C'est parce que, en fait, j'étais déjà hypé, et plus ça va, plus le gars dépasse mes attentes, et donc j'arrive même plus à savoir où je dois mettre la limite, la barre, comme le disait Ilias, sur où est-ce qu'il peut aller. Où est-ce qu'il va être encore l'année prochaine? Ton curseur, il est pété, quoi. Voilà, mon curseur, il vibre dans tous les sens. C'est un compteur GGN qui sait plus quoi faire. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai devant James Harden. Et pour Anthony Davis, c'est par rapport au fait, ce qu'on disait, c'est qu'Anthony Davis a une certaine dépendance, peut-être, à d'autres joueurs, à une création extérieure, voilà. Et là où j'ai l'impression que Luka Doncic, pour l'instant, même si vous l'avez bien dit, il faut le rappeler, ça met au crédit de Carlisle et des mecs à côté. On a un peu sous-estimé cet effectif de Dallas. Il y a eu des très très bons passages, même s'il y en a des improbables, évidemment dans ces playoffs. Mais voilà, j'ai l'impression que Luka Doncic, à lui tout seul, est déjà un gars autour duquel tu peux placer, une équipe all-time offensivement et qui peut faire des vraies performances en playoff. En gros, je n'ai encore rien à reprocher à Luka Doncic. Donc, j'attends qu'il me fasse peut-être mentir. J'espère pas pour lui. J'allais dire la même chose. Même pas la défense. La défense.
Si, d'une certaine façon, mais ce qu'il apporte en attaque, justement, ça rejoint ce que tu disais, Ben, sur les pivots. C'est pas un pivot. Donc du coup, on leur passe beaucoup plus de choses, notamment au créateur extérieur, parce que c'est le cas pour Stephen Curry. On peut en parler donc sur James Harden, évidemment. Kyrie, on peut en parler sur Kyrie Irving. sûr, Voilà. Effectivement, on leur demande peut-être un peu moins de ce côté-là. Et ce qu'il apporte, enfin quand même avoir le meilleur offensive rating de l'histoire. Je sais bien qu'on est en 2020, que le rythme est pas le même, mais c'est quand même une folie d'être. De toute façon. Faut qu'on se mette d'accord sur un point. N'importe quoi. Faut qu'on se mette d'accord sur un point, c'est-à-dire que Doncic ne pourrait pas poser les chiffres que sont les siens, que ce soit en saison régulière ou pendant les playoffs, s'il était amené à se donner autant en attaque qu'en défense. C'est aussi, en tout cas pour moi, ça me paraîtrait surhumain. Ce serait rentré dans la catégorie, tu sais, un petit peu du LeBron 2012-2013 quoi. Le mec aussi fort des deux côtés du terrain en produisant des chiffres. La machine. Voilà, en fait, faudrait que son physique soit à la hauteur de sa performance. Et là, en fait, ça en ferait un surhomme. Et dans le passé récent qui est le il serait nôtre, top 1 ou top 2. ouais, hein. voilà, c'est-à-dire que Voilà, hein. dans ce que l'on a nous comme échantillon d'observation ces dernières années et même dans l'histoire, il y a que LeBron, on va dire, qui dépasse, on va dire, le côté un peu Iron Man, quoi. KD d'une certaine façon aussi. KD se blesse, par exemple. KD se blesse, alors que tu vois, par exemple, LeBron ne se blesse pas. C'est en ça, il y a aussi cet aspect-là. Tom, tu es dans le camp, celui des gens qui mettent Harden toujours devant Doncic. Comment t'expliques ça? Alors moi, en fait, la façon dont j'ai raisonné, je trouve, en fait, on parle de Harden et de la maximisation du coup d'Harden. Je trouve que, tu vois, Doncic, lui, il joue en 5-out, c'est-à-dire que les 4 joueurs qui sont à côté de lui, t'as personne dans la raquette. Là, et Houston, il se passe quoi? Attends, laisse-moi finir. Ok. Laisse-moi finir. Houston, Excuse-moi. sur le terrain, t'as toujours au moins un non-shooter. Là où, t'as toujours, Westbrook. Ok. Westbrook, t'as toujours au moins un non-shooter. Donc t'as un non-shooter dans ton top 20. Oui. Mais je l'admets, et je l'assume. Ouais, d'accord. Et là où Luka Doncic, les mecs jouent en 5-out, t'as pas de non-shooter. Donc du coup, pour la production statistique et pour un joueur du QI offensif de Luka Doncic, je trouve que il est plus maximisé de ce côté-là. Là où encore je donne un léger avantage à James Harden, c'est qu'en fait James Harden, j'ai l'impression en fait que son jeu est beaucoup trop stéréotypé aujourd'hui, et je pense que c'est un joueur qui est beaucoup plus fort qu'il ne le montre, parce qu'en fait il est trop dans le stéréotype, et il est trop, pour moi, hein, il est trop dans la création de séparation à reculons. Il va, je sais pas comment, La mouvance step back. voilà, il est trop dans, parce que ce sont des shoots hyper difficiles. Tu vas pas, surtout sur les défenses en playoff, tu vas pas arriver avec et tu vas pas arriver à construire une bonne attaque avec ça, sachant que James Harden, c'est un joueur qui a déjà montré, il peut jouer sans ballon, il joue avec la main, mais là, il est vraiment il est trop, je trouve que l'héliocentrisme est allé trop loin. Est-ce que ça date pas un peu ça aussi, Tom? Le jeu sans ballon, etc. Mais il peut le faire. Le truc, Tu l'as vu quand la dernière fois? Face aux Warriors quand il y avait Chris Paul. Ok. Face aux Warriors quand il y avait Chris Paul, il sortait sans ballon. Voilà. Enfin, je trouve que, voilà. James Harden, il y a, alors oui, je pense que la vague, si tu prends une vague, par exemple, là où t'as, James Harden qui est plus en train de redescendre et t'as Luka Doncic qui est en train de monter, mais je trouve que pour l'instant, Harden, il est encore un petit peu au-dessus, je pense. Il est encore un petit peu au-dessus. Parce que c'est un excellent joueur de pick and roll, mais il a pas de partenaire pour jouer le pick and roll, Harden. C'est pas PJ Tucker qui va catcher des lobes. Et puis, je suis assez d'accord sur Tom parce que on est d'accord pour dire que, Harden s'est souvent fait moquer pour sa défense, il est un petit peu meilleur, mais je trouve que là où je rejoins Ilias, Doncic ne peut pas à l'heure actuelle produire offensivement, défensivement en saison régulière, mais encore une fois, on est beaucoup à avoir dit que l'argument c'était les playoffs. Et défensivement, Doncic, alors bien sûr, je diminue pas là, on est vraiment dans la nuance dans le top 10 NBA, hein, je tiens à le préciser, mais je trouve qu'on n'a pas assez parlé de ça là où Harden se fait totalement descendre, et je trouve qu'offensivement, je donne toujours, malgré le côté stéréotype, un poil d'avance à James Harden. Mais même défensivement, James Harden, c'était pas une valeur négative pour son équipe dans le système en switch.
Après, à se poser à quel point ça c'est quelque chose qui peut se mettre en place dans d'autres équipes. Bref, c'est ça, c'est vrai. Un autre débat. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse parce que je l'avais oublié de toutes nos questions qui étaient censées aller sur le top 20. Je vais laisser 1 minute 30 à Alan rêver là-dessus. Jason Tatum, qui est la grosse entrée, en fait, de ce top 20. Tom, qui arbore fièrement un maillot vert pendant qu'il nous parle qui agite un maillot vert pendant qu'il nous parle. Il a un maillot de Brooklyn. Avec un maillot de Brooklyn, le paradoxe. Alan, il est à peu près partout, à peu près, dans ce groupe avec un Chris Paul dont on va parler aussi un petit peu, et Joel Embiid, Jokic. Voilà, je te laisse la main sur Jason Tatum. Ouais, moi, c'est vrai que je suis celui qui l'a le plus haut, je l'ai 11e. Donc, je l'ai devant Nikola Jokic, je l'ai devant Joel Embiid, je l'ai devant Chris Paul, je l'ai devant Paul George. Tout simplement parce que, alors, je prends pas que ce qui s'est passé dans les playoffs. Bon, ce qui s'est passé dans les playoffs, c'est le meilleur joueur d'une des 4 meilleures équipes, donc d'une des équipes qui a été en finale de conf, qui tournait à 26 points, dire bon 5 passes, à 43% au tir. Et surtout qui faisait 21% des passes décisives sur le terrain. C'est la grande nouveauté de Tatum dans la bulle et dans les playoffs. C'est qu'en fait, il s'est mis à initier de l'attaque. On l'a vu être capable de prendre des décisions sur pick and roll. C'était plus Kemba le créateur principal, c'était Tatum. Donc c'est un poste 3. C'est le meilleur joueur du terrain sur les 2 premiers tours. C'est par moment le meilleur joueur sur le terrain contre Miami. Le tout en année 3. À l'aile des 2 côtés du terrain. Voilà, pour moi, ça mérite sa place devant Nikola Jokic, Joel Embiid et d'autres joueurs. Adrien, il y a ce qui vient peut-être tempérer un peu. Il y a du vrai, peut-être du côté bostonien aussi, qui vient tempérer ses propos sur Jason Tatum. Adrien, je te laisse écoute, la primeur. Ouais, je t'en prie. Bah écoute, je suis assez d'accord sur le constat que fait Alan sur les qualités de Jason Tatum en 3e année, qui sont assez impressionnantes. Après, moi je l'ai quand même en 15, hein, il est quand même assez haut chez moi, il est devant Kyrie, il est devant Paul George notamment, parce que pour tout ce qu'a dit Alan, je vais pas répéter. Et si on doit tempérer un peu, ce que je peux dire, c'est que Jason Tatum, il évolue pour moi en même temps, je l'ai mis souvent en parallèle quand je réfléchissais à mon classement avec Jaylen Brown, parce que je trouve l'importance de Jaylen Brown dans ce qu'on a pu voir des Celtics assez importante. Et l'importance assez importante, oui, en effet, c'est une formule un peu maladroite, mais voilà, que Jaylen Brown a un vrai rôle aux côtés de Tatum. Et pour l'instant, Tatum est l'option 1, le gars à qui tu peux donner la balle pour aller chercher des points dans les moments où t'as besoin qu'un gars te mette des points. On l'a vu dans cette bulle. Par contre, j'ai eu d'un moment l'impression que ça manquait encore d'un petit cran, qu'il lui manque encore un petit truc. Ça va arriver, je pense qu'il est dans une progression constante, mais justement face à Miami, où les Celtics ont perdu pratiquement tous les clutch time, et effectivement, désolé pour le mauvais souvenir, Alan. Et je pense que il y a pas encore cette taille patron qu'on évoquait un peu plus tôt. Que t'as chez Jokic, par exemple, que t'as chez Jokic ou Embiid ou d'autres de ces joueurs. Pas nécessairement, mais eux, on en a parlé juste avant, on n'est pas sur le même profil. En fait, pour moi, Tatum, il est dans un tiers où il arrive, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'est pas dans les superstars, et je pense que si on refait le classement dans 1 an ou dans 2 grands max, il va rentrer autour des du bas du top 10 au moins, là où on a justement les James Harden dont on vient de parler, un Jimmy Butler, etc. Il y a cette force-là, et il y a ensuite c'est un énorme scoreur. En plus, il est esthétiquement c'est assez agréable à regarder. Mais en termes de création pour les autres, par exemple les difficultés des Celtics face à la zone du hit ont mis en avant le manque justement par exemple d'un Gordon Hayward en pleine possession de ses moyens, du fait que Marcus Smart n'arrivait pas à faire les bonnes décisions, c'est pas de toute façon son rôle principal, et que effectivement Tatum n'avait pas assez de variété dans son jeu, assez de polyvalence à ce moment-là pour faire autre chose qu'aller chercher des points pour lui-même. Donc il y a quelques petits moyenne contre Miami. Il a 6 passes de moyenne, 6 passes décisives. Non, mais ce qui est très bien. Mais je trouve que dans ces fins de match, notamment, moi, je lui demande encore, c'est peut-être moi qui suis un peu dur, mais en tout cas, moi, je lui demande encore un petit peu parce que je sens qu'il en est capable de passer un step ou 2 pour rentrer dans la catégorie des gars qui sont, les 3 premiers tiers, le top 10 NBA.
Quelque chose à rajouter, Elias, sur le cas des pour moi, tu sais, concernant Jason Tatum, je l'ai en fait dans un petit trio de joueurs, tu sais, auquel je pourrais même ajouter notre ami Zion. Enfin, il fait partie de ces joueurs, tu sais, la transition va se faire naturellement. Ça demande juste encore un petit peu de confirmation, encore plus, en tout cas en ce qui concerne Zion que Tatum, parce que maintenant Tatum, ça fait quand même 3 ans qu'on le voit. Je pense d'ailleurs que s'il n'y avait pas eu cette saison où Kyrie a un petit peu trop, on va dire, tiré la couverture vers lui, je pense qu'on aurait pu voir encore quelque chose de plus important de la part de Tatum, sachant que pour moi c'est un joueur fait pour les playoffs. C'est quelqu'un qui en tout cas va mettre des sacrées tartes dans la conférence Est dans les années à venir. Mais voilà, je pense que faut juste un petit peu attendre. Là, c'est juste que dans mon esprit, j'ai pas encore fait, on va dire, la démarche de le mettre devant des joueurs aussi dominants que Joel Embiid. Mais je pense que si on refait ce classement, ne serait-ce que dans un an, comme dirait Adrien, on aura facilement un Jason Tatum, peut-être même pas borderline top 10, mais et pourquoi pas quasiment le voir intégrer le top 10. Pour un peu nuancer ce qu'a pu dire Alan il y a quelques minutes, j'attends peut-être certaines choses défensivement d'abord, parce qu'en fait défensivement, il y a déjà le schéma Stevens globalement qui, avec notamment un Marcus Smart et un Jaylen Brown, d'où l'importance que Adrien a mentionné, ça le permet de le cacher là où en fait concrètement tous les ailiers situés au-dessus de lui ont prouvé récemment qu'ils pouvaient être élites en défense. Ce que n'a pas jamais fait encore Jaylen Brown, sans avoir en plus, parce que là quand on le compare à... Moi j'ai essayé de me poser la question pourquoi je l'avais... moi je l'ai 15 et pourquoi je l'ai pas au-dessus. Parce qu'en fait j'estime que... Je rejoins un peu globalement ce que vous avez dit, il lui manque encore quelques petits détails, parce que là on est sur le haut de la NBA, ça se joue à rien. Défensivement, parce que l'aile c'est un poste où défensivement faut faire plus, et aussi peut-être à la création. Parce que quand t'es pas un pivot, en fait, maintenant, NBA en 2020, on attend de la création. Quand t'es pas un intérieur, on attend de la création. C'est les 2 points où, selon moi, il doit s'améliorer pour passer, parce que je crois que je suis peut-être le seul à faire ça. Je l'ai mis derrière Paul George. Parce que Paul George, j'ai voulu le défendre sur la culture de l'instant et pas le laisser, le plomber juste pour ça. Alors, concernant juste tes 2 axes de progression visant Tatum, quand même plus l'aspect défensif que l'aspect créatif. Parce que, on va dire que on le limite à sa création alors qu'il y a quand même Kemba Walker à côté de lui. Je pense que s'il avait encore plus le ballon dans les mains, il aurait cette capacité à pouvoir un peu plus créer qu'il ne le fait déjà. Comme le disait Alan, il a quand même il est au-delà des 5 assists en play-off et au-delà des 6 passes pendant la série face à Miami. C'est quand même des standards relativement corrects. Après, le système de Miami t'invite à faire des passes. C'est pas faux. Oui, Adrien. J'ai vu Adrien qui voulait réagir. Non, je suis d'accord avec tout ça, j'ai rien à rajouter. Eh ben, on va finir parce que les gens vont se dire, ils nous font un top 20, ils nous parlent de Jamal Murray, de Donovan Mitchell, de Karl Anthony Towns, de Giannis, d'Anthony Davis. Mais nous, on est là pour le numéro 1. Alors c'est LeBron à l'unanimité, c'est pas très marrant, on va vous avouer. La seule question qui se pose, c'est est-ce que LeBron est dans un groupe à lui tout seul? Alors, on va être honnête avec vous, on a perdu quelques soldats en route, donc on n'est plus que 4 pour répondre à cette question. Est-ce que LeBron est dans un groupe à lui tout seul? On est 2 sur les 6 à ne pas l'avoir mis dans un groupe à lui tout seul. C'est Adrien et moi-même. Et Adrien, j'ai cru savoir que tu nous avais dit sur la conversation que tu pensais peut-être me lâcher. Dans ce combat-là, t'hésitais à peut-être mettre LeBron dans son propre groupe à lui. Bah oui, lâche-le. Bah, sachant que j'ai répété toute l'année, on ne parie pas contre LeBron James, ça me semble un peu compliqué. Mais en fait, quand j'ai mis les premiers noms là, que j'ai posé le top 5 qu'on évoque depuis le début du DH20, au début, instinctivement, je l'ai pas sorti. Je l'ai pas sorti de ce groupe-là parce que j'ai l'impression qu'avec les autres, je suis capable de. En fait, il apporte pas du tout la même chose. C'est un profil vraiment à part, je trouve. C'est pas Kevin Durant, c'est pas Kawhi, c'est pas Giannis. LeBron James, c'est une espèce de création, de maîtrise, de roi sur son terrain, qui est arrivé à un niveau dans sa carrière en plus où il maîtrise vraiment le rythme des matchs, les moments où il doit appuyer, les moments où il doit ralentir pour justement garder de l'énergie par rapport à ce qu'on évoquait tout au long de ce DH20 sur est-ce que les moments où il doit défendre, les moments où finalement il laisse les responsabilités, alors ça peut lui être reproché mais il le fait très très bien, au moins pour se préserver. Il est pratiquement jamais blessé à part l'année dernière, donc de ce point de vue là il est à part. Après, si on reste pure qualité basket, j'ai envie de dire, c'est un peu mal dit.
Mais j'ai l'impression qu'avec Kevin Durant, je peux faire la même chose. Qu'avec Kawhi Leonard, je peux aussi arriver à faire la même chose. Que Steph Curry impacte le jeu d'une manière tellement forte qu'il rentre aussi dans cette discussion-là. C'est le même type de catégorie pour moi. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même manière, mais c'est la même catégorie d'impacter le jeu de son équipe, d'impacter le jeu de l'équipe en face, où tu es obligé de t'adapter à ces joueurs-là autant que ce que eux ils te dominent. Et pour moi, c'est pour ça que je le mets, allez, il y a un demi-tiers où il est au-dessus, parce que sur la longévité, sur les résultats, voilà, c'est le King, c'est le meilleur joueur de notre époque, il y a rien à dire. Donc il a peut-être un demi-tiers au-dessus, mais les autres sont d'une autre façon pas très très loin. Ilias, je t'ai vu doliner. J'espère que ton coup va bien. Je t'ai vu faire beaucoup de noms. Pourquoi? Parce que tu fais partie de la majorité, du coup, qui met LeBron dans son propre groupe en haut du classement. Bah, ça me semble logique, encore plus au sortir de cette finale NBA où à nouveau il est champion, à nouveau il est MVP des finales et le tout sous un 3e maillot. LeBron, en fait, contrairement aux autres joueurs qui sont derrière lui, non pas dans le top 10 mais dans le top 5, c'est un joueur en fait qui maintenant fait face à l'histoire. Tous les joueurs qui sont derrière lui, ils ne cherchent pas uniquement à soit glaner une première bague, soit multiplier les titres. Ils cherchent juste à prendre son trône en fait. Et je pense que la symbolique de l'histoire, au-delà de tout ce qui est chiffres, au-delà de tout ce qu'on peut observer sur le terrain, elle est beaucoup trop forte en fait pour mettre LeBron avec ses autres joueurs. Là, on a affaire tout simplement on va dire au gratin, non pas de la NBA, mais au gratin de l'histoire tout simplement. On parle tout simplement du mec qui peut regarder plus ou moins Jordan les yeux dans les yeux. Donc moi personnellement, après, si on doit s'en référer à notre classement, on parlait tout à l'heure d'échantillons de 3 à 5 années pour pouvoir justement on va dire impacter notre classement, et LeBron James, c'est par excellence le joueur de playoff. C'est-à-dire que pour pouvoir faire face à une contre-perf de LeBron James, les amis, il faut revenir 10 ans en arrière et la série face à Dallas. Tous les joueurs qu'on a derrière lui, en termes de contre-performance, tous les joueurs qu'on a derrière lui ont contre-performé. Que ce soit Kevin Durant quand il menait 3-1 face aux Warriors, que ce soit Stephen Curry quand il menait 3-1 face à ce même LeBron, que ce soit Kawhi dans les derniers playoffs où il a mis 0 points en compagnie de son acolyte Paul George dans le dernier match, dans le game 7 décisif face aux Nuggets, et Giannis qu'on a vu et qu'on a pu observer face à Toronto l'année dernière et face à Miami cette année. Donc pour moi, enfin c'est le joueur qui non seulement coche toutes les cases, mais qui en plus en invente d'autres qui sont inaccessibles à tous ceux qui sont derrière lui. Donc voilà, enfin tout ça l'un dans l'autre. Enfin voilà, hein. LeBron il est tout seul. Enfin les mecs derrière peuvent faire ce qu'ils veulent, mais pour l'instant il est intouchable. Je vais essayer de faire acte de télékinésie parce que j'ai vu, ou de mentaliste, j'ai vu Adrien bouger. C'est un classement au CV en fait. C'est un classement au CV de mettre LeBron premier. C'est ce que j'allais dire, c'est que sur l'histoire, il y a pas photo. Sur la place dans l'histoire, sur là où va LeBron, évidemment, il est dans une autre stratosphère. Ça, il y a rien à dire. Le truc, c'est que si on prend le classement, je veux dire, du point de vue littéral de les meilleurs joueurs, c'est-à-dire que là, instant T, on joue basket, qui est le meilleur joueur, c'est là où peut-être je le place pas autant au-delà des autres. Mais effectivement, si on parle histoire et on parle achievement et CV comme tu dis Ben, effectivement, bah évidemment, LeBron James il court à côté de Michael Jordan. Les autres, KD et Curry vont essayer de jouer une course un peu pas trop loin, mais il y a encore du boulot quoi. J'ai juste une question. Et là, par contre, c'est très actuel. Quel autre joueur que ce type, j'en ai marre de le mentionner tellement on en parle. Mais quel autre joueur actuel te permet de te garantir une finale NBA? Alors, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que Kevin Durant. Et non. On peut l'argument Durant, et moi, ce qui me frustre dans cette discussion, avant de donner la parole à Alan, je regardais Djokovic Nadal, donc probablement le premier match de tennis que je regardais en 10 ans. Je me suis dit,
imaginez qu'en NBA, ça fait genre, depuis, à armes égales, on va défendre ça, on peut dire que depuis Kawhi Leonard, Kevin Durant à soit San Antonio, soit quand KD était encore à Oklahoma City, on n'a pas vu les 3 meilleurs joueurs du monde s'affronter sur une série où ils étaient à armes égales. Ce qui fait que pour moi, il y a un espèce de vide, en fait, où je considère LeBron au-dessus, mais je peux pas le mettre dans le tir au-dessus parce que j'ai pas les données où récemment, il y a eu un face-à-face. Parce que je trouve que là, on rentre dans une catégorie où le face-à-face devient même intéressant. Et j'ai pas ça, en fait. Et sachant qu'en plus, moi, je note pas sur ce que LeBron a fait il y a 5 ans, bah, je le mets dans la même catégorie. Tu t'es en train de me convaincre. L'argument est bon de dire que, bah, quand LeBron a joué KD dernièrement, LeBron ne pouvait pas gagner. Et KD devait gagner, en fait. KD aurait dû gagner. Kawhi et LeBron, ça fait longtemps, ils se sont jamais vraiment joués à niveau de superstar. Depuis que Kawhi est ce Kawhi, ouais, voilà, on les a jamais vus. Ils se sont joués en saison régulière. Bon, cette année, on a vu ce que c'était. Et Kawhi et KD, ils se sont joués avec les Spurs en 2016, Spurs OKC. Mais depuis, ils se sont joués en finale NBA, mais KD s'est blessé. Donc, on n'a pas eu ces affrontements triangulaires, comme tu le dis. Et donc, je rejoins ce que tu dis. Je pense qu'on aurait fait ce classement il y a 1 an. Moi, j'avais toujours LeBron, mais je crois que de mémoire, certains d'autres membres de l'équipe avaient KD, meilleur joueur de la ligue. Et c'était pas scandaleux. Ça s'entendait. Et alors que Kawhi sortait d'une campagne de playoffs historique en gagnant des playoffs. Et c'était pas une meilleure joueur, c'était KD. Là, c'est LeBron le meilleur joueur. Donc, en vrai, ce trio-là, il joue dans la même cour, mais la dernière image qu'on a, c'est LeBron, c'est LeBron qui perd 5 matchs de playoff sur une campagne, quoi. Il en perd 5. On a peur de blasphémer, en fait. Ah, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont qui ont pas eu peur de blasphémer ces dernières années, qui ont dit, voilà, KD, il est devenu meilleur que LeBron, Kawhi est arrivé à un niveau dans la même cour. Moi, je pense que en termes de, les gars, LeBron est devenu, c'est en termes de playmaking offensif, ce qu'il est devenu et ce qu'il fait à son âge. C'est-à-dire qu'il est le meneur des Lakers. C'est pas un changement de position parce qu'il a toujours eu la balle dans les mains. Il a jamais eu un meneur dominant à ses côtés, à part Kyrie, mais qui était vraiment le meneur off-ball parfait pour jouer à ses côtés, le meneur mentalité scoreur et tout ça. Là, LeBron, c'est le distributeur et il tourne quasiment un triple-double sur la saison régulière et sur les playoffs, ce que KD et Kawhi n'ont jamais fait. Donc je pense que dans l'impact collectif, il est peut-être plus fort. Voilà, c'est juste ce que je vais dire. Voilà, dans l'impact collectif. C'est vrai. Il y a aussi, si on parle purement basket, c'est vrai que on a un niveau d'excellence où pour chaque joueur, on est sur de l'atome, ce qu'on peut leur reprocher. Enfin, c'est vraiment, c'est incroyable. Et peut-être que oui, j'irais même parler d'aura, en fait. Peut-être de trucs pas palpables qui font qu'il est devant. Ce qui, d'ailleurs, je l'ai pas mentionné dans la première partie, mais sur Butler est intéressant, moi. Je trouve que on fait monter Butler sur quelque chose de pas palpable, que j'entends, hein, mais qui a un truc qui est mystique, en fait. Pourquoi on fait monter Butler? Oui, parce que Butler a fait trembler LeBron. Enfin, trembler. Je m'entends. Il a regardé LeBron les yeux dans les yeux. Et donc ça permet ça fait une impression collective sur Butler où on se dit, alors, là, il faut vraiment qu'on le monte dans le classement, c'est pas possible autrement. Et ça rejoint mon point que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu, en gros, à armes égales, même s'il y avait pas vraiment armes égales parce qu'il y avait des blessés du côté de Miami, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu LeBron face à un gros ailier top 20 à armes égales. Totalement. Mais du coup, je vais juste vous poser une question parce que dans le tiers 2, chez pratiquement tout le monde, je les ai plus en tête ou sous les yeux, mais il y a quand même Stephen Curry qui se glisse. Je vois même chez Ilias, il est 3, il est devant Kawhi. Quid de Stephen Curry? Parce qu'on est sur un profil qui n'a rien à voir, donc vas-y Ilias, défends-moi Steph. Alors en fait, Steph, il bénéficie déjà de la très grosse contre-perf de Kawhi. Et je vous dirais même que Kawhi, si par exemple il va en finale de conférence et qu'il se fait défoncer à la régulière par les Lakers, c'est-à-dire, je sais pas moi, partons du principe que les Lakers passent en mettant 4-2 aux Clippers, je vais même aller plus loin. Moi, Kawhi, j'étais presque jusqu'à le mettre en numéro 2.
Parce que déjà ce qu'il fait l'année dernière c'est exceptionnel dans un contexte favorable, parce que lui, contrairement par exemple à LeBron, il a dû affronter des Warriors qui n'étaient pas les Warriors de la version KD, c'est-à-dire qui intègrent toutes les têtes de leader, voilà, la meilleure équipe de tous les temps. Et en fait moi j'avais tout simplement, on a dit qu'on prenait pas en compte les blessures, je suis d'accord, mais le problème en fait de KD et de Steph Curry, c'est que Steph Curry reste un injury prone pour moi, c'est-à-dire qu'il y aura toujours l'éventualité qu'il se fasse une cheville, qu'il se fasse un poignet, qu'il se fasse une hanche. Et le problème de Kevin Durant, c'est que on est obligé d'intégrer au fait, en tout cas à ce classement, le fait qu'il se soit fait le tendon d'Achille. Et on sait que historiquement, très peu de joueurs sont revenus à un niveau, on va dire, équivalent à celui qu'ils avaient auparavant, d'avant blessure, après leur retour de blessure. Donc, est-ce que un Kevin Durant, moi c'est la question que je vais vous poser, est-ce que un Kevin Durant à 80% est supérieur à un Kawhi Leonard en pleine possession de ses moyens ou un Steph Curry en pleine possession de ses moyens? Du coup, je m'excuse, Adrien, du coup je réponds à ta question par une autre question. Mais est-ce que vous arrivez à envisager une question comme celle-ci? Je pense pas qu'il est devant parce que la mobilité elle est trop importante dans le jeu de Durant. C'est ça. Dans sa capacité de pull-up. C'est ça. Exactement. Oui, c'est comme on est, ce que tu disais Ben, on est à des micro-détails. On parle du gratin de la NBA. Et un micro-détail fait, comme tu viens de dire, si tu perds 10% de tes capacités, même pas 20, hein, tu perds 10, tout de suite le gars qui est juste derrière, il va te passer. C'est ça, mais imaginez juste sur le facteur et l'aspect des appuis. On sait que voilà, le tendon d'Achille, le mollet en lui-même, c'est quelque chose d'extrêmement sollicité, et avec l'intensité qui est mise, avec les différents déplacements latéraux, avec en plus le fait que Durant ait intégré lors de sa période Warriors, le fait qu'il soit devenu un défenseur plus que correct, est-ce que justement ça ne va pas impacter surtout son jeu de défense à son retour? Si. Rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine, mais oui. La question se pose sur Durant et c'est pour ça, honnêtement, on vous l'avait dit en première partie, on est parti du principe 100% physiquement parce que j'avais vu gros comme une maison le débat Durant, Curry, Irving, même peut-être un peu Davis. Et c'est vrai que pour Curry, dont on a peu parlé, on va être honnête, je suis souvent celui qui est derrière le compte Twitter Dunk Hebdo. J'ai pas de mots sur Curry en fait. Je m'explique pas comment certaines personnes, je dis certaines parce qu'en fait à chaque fois qu'on a fait le DH20, il était 4e, il était 5e, il était toujours là à peu près où on le met, mais alors il y a une frange des fans NBA qui déshéritent totalement ce gars. Je m'explique pas ça. Moi non plus, personnellement. C'est incroyable. On peut discuter encore une fois, enfin franchement le top 4, parce que visiblement on est tous un peu d'accord pour mettre Giannis et Davis un peu en dessous. Le top 4 il s'interchange, même si LeBron est au-dessus, 2, 3, 4 c'est compliqué, mais Curry, certains de nos auditeurs nous ont dit limite pas top 10 voire top 20. Non. C'est en fait du top 10 voire du top 5, c'est celui je trouve à qui on manque entre guillemets le plus de respect. Donc ça c'est vrai. Et tout à l'heure t'as mentionné, tu sais Ben, les blessures qui sont un petit peu venues nous gâcher les différents duels, cette espèce voilà de jeu à 3 ou en tout cas que les superstars pouvaient se livrer entre Kawhi, entre Steph, entre KD, entre LeBron. Les blessures nous ont souvent taclé à ce niveau-là et nous ont privés, on va dire, de certains duels. Justement, moi, la question que j'avais concernant Curry, j'avais un énorme point d'interrogation en début de saison quand KD a quitté les Warriors et dans un contexte où Klay allait être absent, tout le monde promettait, et moi j'avais quand même un point d'interrogation, tout le monde nous promettait une saison de Steph Curry all-time. Mais honnêtement, et les premiers matchs des Warriors nous avaient donné une indication à ce niveau-là, effectivement Curry allait performer sur le plan individuel, mais collectivement, bien entendu, quand t'es amputé de Klay et de Durant, forcément, ça va s'en ressentir sur ton classement, mais je suis pas sûr que ça allait être la norme. Parce que Curry, déjà, physiquement, ce n'est pas un Kawhi, ce n'est pas un LeBron, c'est pas un monstre physique, c'est pas un Giannis. Donc, si tu commences à trop tirer la corde sur lui et lui accorder plus de temps de jeu,
que ne lui accordait Steve Kerr pendant les précédentes saisons, où il tournait à moins de 35 minutes par match. Je pense pas qu'on aurait pu avoir non plus un Steph aussi all-time que ça. C'est quand même quelqu'un qui doit bénéficier aussi un peu comme de son compère Klay Thompson d'un contexte collectif qui va lui permettre d'exceller. Après, ça peut faire une espèce de jeu de ping-pong avec un des anciens épisodes. Moi, quand je m'étais amusé à voir le profil des équipes non titrées, les meilleurs non titrés, tu gagnes un titre, il faut 2 top 10 ou 3 top 20 NBA, en fait. Enfin, à un moment. Donc, j'entends, mais je me dis qu'en fait, souvent, celui qui prend le rôle, peut-être du monstre physique, etc., c'est peut-être quelqu'un d'autre dans le rôle de Stephen Curry. Là où il faut se dire aussi que quand on regarde, et c'est ce que je vais faire enfin, dévoiler le top 20, on voit surtout que, physiquement, on a des athlètes qui, même à l'échelle du sport, sont quand même, on a que des anomalies, en fait. Enfin, on a, je veux dire, c'est n'importe quoi. Enfin, des Anthony Davis, des Giannis, les Américains disent souvent pound for pound. Enfin, d'un point de vue physique, c'est celui qui a, c'est vrai, qui est le moins physique, mais qui va contrebalancer par les qualités basket. Eh ben, messieurs, on va s'arrêter là pour ce long DH20, et honnêtement, on aurait pu en faire 6 fois plus, vu qu'il y a pas mal de débats. On aurait tous aimé réagir sur certaines choses. Alors, pour dévoiler le classement dans son intégralité, on a donc LeBron James à la première place, deuxième Kevin Durant, troisième Kawhi Leonard, quatrième Stephen Curry, cinquième ex-aequo Giannis, je ne me reste toujours pas à dire Antetokounmpo, et Anthony Davis, septième Luka Doncic, huitième James Harden, neuvième Jimmy Butler, dixième Damian Lillard, onzième Nikola Jokic, douzième Joel Embiid, 13e Jason Tatum, 14e ex-aequo là aussi Paul George et Chris Paul, qu'on n'a pas mentionné Chris Paul d'ailleurs. 16e Kyrie Irving. À partir de Kyrie Irving, on descend sur des joueurs qui n'étaient pas présents dans tous les classements. On a Bradley Beal à la 17e place, Jamal Murray à la 18e, Donovan Mitchell à la 19e et Devin Booker à la 20e. Messieurs, un petit mot de conclusion en quelques secondes sur Chris Paul, qui doit être, après LeBron, le joueur le plus vieux de ce classement. Est-ce qu'on s'attendait à le voir là, en 2020, tout simplement? Ah non, clairement pas. Franchement, moi, vraiment pas. Et je trouve que il est assez dur à placer. Je sais pas où le placer, mais je le place juste parce que, et on est à, je sais pas, quasiment 3 heures d'enregistrement. On va lâcher des arguments de type PMU, mais enfin c'est un winner quoi. C'est un gagnant. Tu l'as dans ton équipe. Tu sais que tu auras une attaque performante et que t'auras une assise sur ton adversaire dans le clutch. Il perd pas de ballon. Il excelle pas en attaque au tir, mais il excelle dans sa vision du jeu. Il perd pas de ballon. Il est bon sur ce qu'il sait faire. Il met en avant ses coéquipiers. Il te pénalisera pas. C'est l'adversaire qui devra le battre. Il te fera pas d'énormes contre-performances, j'ai l'impression. Et donc voilà, pour ça, je me dis que, et parce qu'il sort d'une saison où voilà, il a amené OKC tout le monde attendait ou peut-être demandait un tanking à une équipe qui a pu se battre pour avoir l'avantage du terrain à l'ouest. Donc voilà, alors qu'il a pas les statistiques mirobolantes. Je pense qu'il doit y avoir 15 guards qui ont des meilleures peut-être statistiques brutes que lui. Sauf qu'en fait, il faut aller plus loin avec Chris Paul, il faut regarder l'impact qu'il y a dans le collectif et faire ce qu'il fait à son âge, s'être relancé comme ça et être devenu là. C'est plus Bradley Beal, la trade target de toutes les équipes pendant l'espèce d'intersaison qu'on va avoir un peu bizarre là. Ça a l'air d'être Chris Paul, qui est un peu le pansement, la solution, peut-être aux Sixers, peut-être aux Bucks, peut-être à d'autres équipes. Cette mis là dans cette position-là, je trouve ça vraiment fort de savoir. Ouais, il a ce truc qu'on évoquait un peu sur LeBron James. Il l'a rappelé cette saison. En fait, c'est genre, c'était le point god à une époque, Chris Paul, et il a rappelé pourquoi on l'appelait comme ça. C'est que c'est un gars qui a une maîtrise du tempo, justement, comme tu disais, malgré un âge avancé, le gars maîtrise un match et joue juste et met ses coéquipiers en zone de confort en permanence et a amené, comme tu le disais Alan, cette équipe d'OKC bien plus haut que ce qu'on pouvait attendre. Et c'est pour ça que moi, chez moi, en fait, il est juste devant la clique des seconds couteaux qu'on disait, parce que pour moi, c'est pas un second couteau, c'est un général. Après, c'est un général à qui ne peut pas être ta première pièce, c'est pas ton guerrier numéro 1, mais c'est ton général. Et en fait, avec lui, après, tu lui files les pièces, il va les maximiser. Et rien que ça mérite une place. Et c'est l'avoir sous-coté dans le DH20, d'avoir dit, ok, si, peut-être, sera peut-être dans, tu vois, c'est l'avoir, sera mauvais, peut-être tankera. Je pense que c'est d'avoir sous-coté le joueur qui était Chris Paul. C'est vrai. Moi, c'est assez paradoxal, parce que,
Chris Paul, en fait, il fait tout simplement partie de mes joueurs préférés. Et justement, ce qu'il y a de paradoxal, c'est que je l'ai même pas dans mon DH20 parce que pour moi, il est dans un espèce de classement un peu parallèle. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de tellement fort, mais on est dans un sport tellement chiffré, tellement statistifié. Je sais pas si ce terme existe, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pose pas les chiffres que posent d'autres. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que je veux tous les jours pour pouvoir driver mon équipe. Chris Paul, c'est en fait le genre de joueur qui va te faire passer un coach lambda pour un excellent coach, tout simplement parce que c'est peut-être avec LeBron James le joueur qui est le meilleur relais pour n'importe quel coach sur un terrain. C'est quelqu'un qui peut gérer tout de A à Z et voilà. Enfin, c'est un général fantastique et en tout cas l'équipe qui mettra la main dessus va faire une sacrée affaire et je suis très content aussi un petit peu de ce revirement parce que ces dernières années, je pense qu'il a été assez injustement critiqué. C'est son contrat. Voilà, il y a effectivement son contrat qui vient peser dans la balance. Mais quand tu commences à faire le bilan et quand tu commences à t'intéresser uniquement au basket et au QI basket de ce joueur, là on est tout simplement dans l'élite et pas que actuelle, mais dans l'élite all-time. Eh ben, c'est là-dessus qu'on va conclure rien à rajouter sur Chris Paul. Enfin, je pense que tout a été résumé. C'est là-dessus qu'on va finir ce DH20 éreintant, frustrant, un peu tout, beaucoup d'émotions mêlées quand même. N'hésitez pas, comme on vous le dit d'habitude, à réagir avec les personnes intéressées aussi avec le compte du site @dunkebdo. Moi, je dois remercier à peu près tout le monde. Je dois remercier Adrien, Alan, Ilias qui sont encore là, Tom et Madiane qui ont dû nous quitter pour cette... Vous l'avez compris, les plus malins l'auront compris, tout a été enregistré d'une traite et c'est un peu difficile d'être cohérent des fois sur des argumentations si nuancées au bout de 4 heures d'enregistrement, presque. Donc on va conclure là-dessus cette édition du DH20. On se retrouvera probablement l'année prochaine avec le DH20, pas avec le podcast, pour discuter de ce qui a pu évoluer. J'ai quand même la sensation personnellement que il y a un petit aspect, top 5 qui ne bougera pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un aspect longueur qu'on attention attend à Luka. Attention Luka. Peut-être, on verra, mais j'ai l'impression qu'il y a des fois on a des biais, des blocages mentaux à faire rentrer peut-être nous tous à faire évoluer certaines personnes. En tout cas, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les plateformes de podcast, à nous noter sur Apple Podcast, à nous suivre sur Twitter. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et on va parler de personnes qui vont peut-être intégrer un jour, on l'espère pour eux, malgré la qualité peut-être douteuse de ce... Alan, je répète juste ce que disent les analystes draft, parce que je n'ai absolument aucune expertise à ce niveau-là. On va se retrouver pour parler un peu de draft. Donc messieurs, je vous souhaite une bonne semaine à vous tous, une bonne semaine à vous les auditeurs. Nous, on va un peu se reposer. On ferme la parenthèse DH20 et on se retrouve pour parler de draft. Très bonne semaine à vous et à plus. Ciao. Merci Ben. Salut. Ciao.